Alors bonjour tout le monde, bonjour Nadine Touzeau. J'ai encore le plaisir d'accueillir Nadine pour une nouvelle émission. On a décidé de faire une émission sur le sujet de l'expérience de 1000 grammes en rapport avec cette expérience que nous vivons à l'heure actuelle, qui est celle finalement du Covid. Bonjour Nadine. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Toujours un plaisir de te retrouver ainsi que les auditeurs. C'est très gentil. Nous aussi, ça nous fait très plaisir et je pense que les auditeurs sont ravis également de te retrouver pour qu'on puisse échanger. Je pense que nos échanges sont plutôt appréciés pour l'instant, vu les retours qu'on a qui sont positifs. Et tant mieux, donc on Tant essaiera mieux. de continuer sur cette voie-là. Donc on a décidé aujourd'hui de vous parler donc de cette expérience de 1000 grammes. Je vais laisser Nadine définir ce qu'est l'expérience de 1000 grammes. Elle a écrit un texte sur cette expérience et son rapport avec la crise que nous vivons, un texte qui permet d'identifier un petit peu les profils des individus qui sont à la fois, qui cèdent, on va dire, à toute la manipulation psychologique qu'il peut y avoir autour, qui cèdent au traitement expérimental, qui refusent ce traitement expérimental. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner un peu une vision d'ensemble par rapport à cette question de l'expérience de 1000 grammes et la mettre bien sûr en perspective avec les différents profils psychologiques, les différents profils finalement que Nadine arrive à déceler grâce à ses travaux de recherche. Alors, je te laisse définir d'abord pour commencer l'expérience de 1000 grammes et puis on rentrera un peu plus dans le cœur du sujet en suivant. C'est à toi. Vas-y. D'accord, merci. Alors, l'expérience de 1000 grammes, donc c'est par une personne dont je vais lire un peu certains éléments que j'avais écrits justement dans Bien mon sûr. texte pour être encore plus précise. Mon texte qui est sur mon blog nadinetouzeau.com, on le mettra peut-être en lien après. En fait, c'est un document, un écrit scientifique que j'ai fait, mais que je n'ai pas publié dans des journaux scientifiques, qui aurait très bien pu paraître dans n'importe quel journal scientifique étranger, hein, puisqu'en France, ils m'ont toujours pas reconnu, mais ça, c'est la presse scientifique française est toujours restée la même pour le moment. Et donc, j'ai pas voulu. Je l'ai mis sur mon blog directement. Et donc, en fait, c'est une expérience psychologique face à la soumission de l'autorité. Donc ça, déjà, ça commence très fort. Donc, c'est Monsieur Milgram, qui est un scientifique, qui est aussi Stanley, hein, son prénom. Ça a été fait dans les années 60, qui est aussi un scientifique, un psychologue et aussi un scientifique, puisqu'il a fait donc des travaux de recherche sur cette notion d'autorité et comment on s'y soumet pas, en utilisant donc des profils différents afin d'évaluer la notion de l'autorité et de la soumission dans un contexte particulier, puisqu'elle était menée après la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est intéressant aussi de voir qu'elle était menée après la Seconde Guerre mondiale. Ça a été notamment fait pour comprendre pourquoi, eh bien, allons droit au but, des forces de l'ordre allaient chercher des personnes qui avaient subi de la délation. Donc, il suffisait qu'on n'aime pas son voisin, hein, pour le mettre dans un train, dans un camp d'abord, et ensuite dans un train entassé comme des bêtes, hein, et j'ai beaucoup de respect pour les animaux, donc c'est juste monstrueux. Mon grand-père en a fait partie, hein, donc quand même, pour information et rappel, je n'oublierai pas, parce qu'il a été à Dachau, un des camps de concentration allemands, sans être juif, et par délation. Donc, il suffisait de pas plaire à quelqu'un et bim, les forces de l'ordre arrivaient et suivaient les ordres, donc l'autorité, pour pouvoir remplir ces camps, remplir les trains, les camps en France, hein, parce qu'il y avait des camps en France déjà, hein, n'oublions pas le Veldiv, et ensuite, ce qui remplissait les camps de concentration sans avoir un soupçon de réflexion, de se demander pourquoi on allait prendre ces gens comme ça, pourquoi on allait les ficher, puisqu'il n'y avait pas que des juifs, je le réitère, et pourquoi on osait faire ça. Donc, c'est pour ça que derrière, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de comprendre comment on pouvait en arriver à cela, à gazer dans les camps, à tuer comme ça de manière éhontée, à diviser aussi, hein, les collaborateurs, les résistants, comme la France était divisée, pour reprendre que la France, puisqu'elle était le terrain de jeu, on va dire, de cette Seconde Guerre mondiale, un des terrains de jeu de cette Seconde Guerre mondiale. Milgram a donc travaillé là-dessus pour essayer de comprendre quelle était cette notion d'autorité. Et ce qui est intéressant, moi, le chiffre que j'ai surtout relevé, je lis encore une fois, Oui, 84% se disent satisfaits ou très satisfaits d'y avoir participé. Ça, c'est juste effarant. c'est vrai, 84. c'est effarant, effectivement.
Alors, c'est Donc, important effectivement de rappeler ce contexte, comme tu dis, que c'est après la Seconde Guerre mondiale et que la question n'est pas de faire un parallèle spécifique avec la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est probablement ce qu'on va nous reprocher tout de suite, ça c'est sûr, mais c'est essentiellement de montrer aux gens finalement les mécanismes psychologiques qui se mettent en place dans le cadre d'un événement particulier. Alors, c'était la Seconde Guerre mondiale à l'issue de l'expérience de Milgram, et nous, c'est une expérience qui est différente, mais qui est une forme de guerre aussi. Et dans toute forme de guerre, il y a toujours une dimension psychologique très forte. oui, de toute façon, on nous a dit qu'on était en guerre, donc visiblement on l'est, et puis vu ce que l'on voit, c'est qu'on l'est, hein. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on ne soit pas en guerre aujourd'hui, ça n'est pas possible. Quand on voit déjà, ne serait-ce que là, encore une fois, il y a environ 2 camps, qu'il y a 2 oppositions et qui s'affrontent. Donc forcément, ça crée à minima une révolution, des conflits, des confrontations, tout ce que l'on Et oui. veut, mais on a un chef, enfin quelqu'un qui plus ou moins gouverne le pays, qui nous a dit que nous étions en guerre. Et tous les ingrédients sont là. Donc, après, en effet, il n'y a aucun parallèle, enfin, aucun parallèle. Disons que ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale. D'abord, l'ennemi n'est pas le même. L'ennemi n'a rien à voir. On ne fight pas de la même manière, enfin, ne combat pas de la même manière avec des armes, des tranchées. Enfin, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout le même contexte. Mais il y a des parallèles. C'est peut-être pas ceux qui nous reprochent de faire une comparaison avec la Seconde Guerre mondiale devraient se pencher sur la question de se dire pourquoi on dit cela. Et si on dit cela, c'est parce qu'il y a des parallèles. Et il y a vraiment des parallèles. Les parallèles sont très simples. C'est qu'on a des personnes qui jugent sans tenir compte de l'opinion d'autrui et qui suivent l'autorité. C'est ça, et c'est l'expérience de Milgram, justement, cette soumission aveugle à l'autorité, sur laquelle tu nous disais justement, ce qui est très effrayant, c'est que 84% des gens acceptent de se soumettre aveuglément à l'autorité. Non, attends, c'est pire que ça. Je réitère, 84% se disent satisfaits ou très satisfaits d'y avoir participé. Je cite, hein, je ne fais que citer. C'est le retour de cette expérience. Ils étaient très contents de le faire. Donc, précisons l'expérience pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est concrètement, il y avait des personnes, on choisissait des personnes pour poser des questions en fait à un individu qui jouait un rôle. Et le but de ce jeu, entre guillemets, on peut l'appeler comme ça, de cette expérience, c'était que l'individu en question appuie sur le bouton d'un voltage qui progressait au fur et à mesure si la personne répondait mal à la question. On voit ça dans le film Icomicard, par exemple. Ça a été repris dans le film Icomicard, une vidéo sur Internet que l'on peut tout à fait visionner sur l'expérience même de Milgram. Il suffit de regarder. Qu'on vous mettra en dessous, en lien de la vidéo, comme ça, pour ceux qui veulent le voir, hein, c'est très bien. Voilà. Et donc, ça a dépassé les 400 volts parfois. Ça a dépassé les 400 volts. Les gens appuyaient, donc la personne en face faisait semblant d'hurler. Et dans Icomicard, ce qui était intéressant de voir, c'est que la personne qui posait les questions avant d'appuyer sur le bouton reprochait à l'autre de mal répondre en disant « ça ne m'amuse pas d'appuyer sur le bouton pour te faire mal ». Donc, il y avait une notion de pouvoir et de reprocher à l'autre. Donc là, on revient sur le système de la manipulation avec le triangle de Karpman entre la victime, le persécuteur et le sauveur. On est typiquement dans un esprit manipulatoire. Donc, il y a plein de parallèles. Alors, on parle de la Seconde Guerre mondiale, mais en fait, il y a plein de parallèles dans l'histoire avec ça. De discriminer X et Y personnes. Rappelons, par exemple, les femmes qui exerçaient des métiers un peu particuliers, même des hommes, mais surtout les femmes, on les traitait de sorcières, on les brûlait direct, sans procès, sans rien du tout. C'était forcément des sorcières parce que l'autorité avait dit que. Et c'est par des systèmes de manipulation qu'on arrive à ce que les gens considèrent que c'est l'autorité qui a raison. Et oui. C'est effarant, hein. C'est effarant, effectivement. Et ça a toujours fonctionné comme ça, finalement, au cours de l'histoire. C'est ce que les gens, finalement, je dirais, c'est pas leur faute trop, mais bon, qui ne s'intéressent pas forcément à l'histoire ou finalement à la philosophie qui anime les gens de pouvoir, c'est-à-dire aux idées qui animent ces gens de pouvoir, ne voient pas en réalité qu'ils sont manipulés de manière parfois fine, parfois grossière, par ces gens qu'on peut qualifier, pour l'essentiel, j'utilise souvent cette expression pour être poli, de psychotiques, c'est-à-dire en dehors des réalités.
Oui, alors, psychotique, oui, c'est surtout des esprits qui sont très malléables pour être manipulés. Oui. Des gens qui ont la mémoire courte, ça les arrange. Des personnes qui ont un ego surdimensionné, qui ne veulent pas reconnaître qu'ils puissent avoir été trompés ou avoir tort. Des limités intellectuellement et culturellement. On a plusieurs types de profils par rapport à ça. D'autres, c'est parce que ça les arrange. Les manipulateurs, ça va les arranger, par exemple. Moi, je manipule, donc ça m'arrange de manipuler. Et puis, il y a ceux aussi qui sont aux ordres. Il ne faut pas oublier que, comme on est en guerre, et il y a quand même, et puis même si on n'y était pas, il y a des gens qui sont aux ordres, qui sont maqués par des histoires, qui sont, comment dire, obligés d'eux parce qu'ils ont fait peut-être quelque chose de mal et que c'est le deal dans la balance. Tu vas dire ceci parce que sinon on va révéler cela. Ou parce qu'ils sont d'un niveau de pouvoir ou un niveau de ont une position très importante et on va mettre en jeu peut-être leur famille, on va mettre en jeu peut-être leur poste. Bon, bref, tous ces ingrédients-là ne sont pas occultés. Ouais. C'est vrai, c'est très juste. Ouais. Et je voudrais revenir un petit peu sur cette notion d'aveuglement finalement et du parallèle qu'on a fait au début, qui est cette notion qu'a théorisé une philosophe célèbre, une philosophe d'origine juive, qui a écrit des articles en ce sens dans le New Yorker dans les années 60. Et Milgram s'appuie aussi en partie finalement sur ses écrits pour arriver à ses conclusions. Elle a développé le concept de la banalité du mal. Dans cette banalité du mal, finalement, on entend finalement cette soumission à l'autorité qui fait que on va aller jusqu'à accepter des ordres qui sont totalement immoraux, qui sont totalement en dehors du bon sens, donc une perte de jugement de l'individu qui les accepte. Elle a écrit notamment un livre qui s'appelle Eichmann à Jérusalem, et l'idée principale, on va dire, qui ressort de cette banalité du mal, c'est l'absence de pensée des individus. Parce que penser, en fait, c'est juger, c'est juger d'une bonne ou d'une mauvaise action. Et quand on est pris finalement par la pression du symbole que représente l'autorité, on a parfois, on se met en retrait finalement et on a peur, j'allais dire, on a peur tout simplement d'assumer une décision qui irait à l'encontre de cette autorité. Est-ce que toi, tu peux nous donner ton point finalement sur cette banalité du mal là, qui opère un petit peu en ce moment Alors, il y a déjà la notion de masse. Oui. Qu'est-ce que fait le voisin? Globalement, c'est j'ai pas d'idées, j'ai pas d'opinion, j'ai pas le temps d'avoir des idées, j'ai pas le temps d'avoir des opinions. Qu'est-ce qu'il fait le voisin là? Attends, je vais regarder derrière les carreaux. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu vois le truc? Oui. Qu'est-ce que fait mon collègue de bureau? Qu'est-ce que dit mon collègue de bureau? Qu'est-ce qu'on dit dans les trucs, ce qu'on appelle aujourd'hui caméra café? Qu'est-ce qu'on dit en faisant les courses? Qu'est-ce qu'on dit à la télé? Ah, la télé, l'objet incontournable qui a été imposé pour bien nous manipuler, hein, parce que c'est ce que je disais d'ailleurs dans ce texte que j'ai écrit, c'est que la télévision a vraiment été un outil d'information terrible pour pouvoir nous désinformer et nous manipuler, et Internet n'est qu'un véhiculateur. Donc en fait, la banalité, elle est là. Oui, C'est qu'on elle a est là. banalisé notre vie. Fais ceci, fais cela, pense comme ceci, comme pense cela. Et puis, comme il faut porter les mêmes vêtements, comme il faut aller au même endroit, il faut suivre les mêmes études, il faut faire le même type de sport, il faut partir en vacances en même temps. Bref, il faut faire les mêmes fêtes de tout le monde en même temps. Tu vois, c'est ça qui est devenu banal, en fait. C'est qu'il n'y a pas d'originalité quelconque, donc pourquoi penser différemment? Finalement, ce serait quand même dommage de se dire que moi, je vais penser comme mon voisin, mais que va dire mon voisin? Le qu'en dira-t-on? Oui. Donc, si je ne fais pas comme le voisin, je risque de me retrouver dans une situation qui va être, on va me critiquer, on va me fermer la porte, on va m'empêcher de, ce qu'on voit pour le pass, c'est que je ne peux plus aller au restaurant parce que je ne fais pas comme le voisin. Je ne fais pas comme l'autorité, même plus exactement. Oui, bien sûr. C'est embêtant parce que eh bien, les copains, copines, eux, ils sortent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent aller où ils veulent, moi pas. Donc, si on n'est pas assez centré, assez fort et qu'on n'a pas suffisamment de discernement sur soi, forcément, ça ne fonctionne pas.
Et c'est là où la banalité crée ce qu'on appelle la normalité. On a normé un pays. On a parlé de normalité en disant que c'était bien d'être normal, qu'il fallait être comme ceci, qu'il fallait être comme cela. On a parlé d'un président normal, mais la normalité a été créée sur des éléments qui ont été choisis pour décider que c'était ça qui était normal. Personne n'est normal. C'est comme le QI. Voilà, le QI. Alors j'ai tel QI, je suis HP, je suis cela. Mais c'est basé sur des normes. Tout le monde est intelligent, puisqu'on a des intelligences. Seulement, il y a des gens qui ont plus d'intelligence en tel domaine, d'autres en plus en d'autres, et d'autres peuvent être au pluriel, et ainsi de suite. Et ceux qui n'en ont pas dans ces domaines-là, ça ne veut pas dire que ce sont des crétins, des abrutis ou des moins rien. C'est faux. Non, tout à fait. On a normalisé. Donc, on a banalisé. Donc, ça veut dire qu'on nous a robotisés. Parce que si tu n'achètes pas la même voiture que ton voisin, on va te regarder autrement. On va te dire, mais toi, tu roules avec telle voiture, toi? Mais c'est quoi cette voiture-là? Ah, tiens, je n'avais pas vu, je ne savais même pas que ça existait. Ah, c'est ça, cette voiture-là. Mais est-ce que tu crois qu'on peut rouler? C'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que tu vois toutes les questions qui vont venir qui va faire que si la personne a besoin du regard de l'autre, va se dire, j'aurais peut-être pas dû acheter cette voiture. Donc, si on me dit qu'il faut suivre, porter le masque, se faire injecter, écouter les informations, et les écouter dans le sens, les traduire dans le comportement de tous les jours, et d'aller dans ce sens-là, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse comme ça, que j'aille à tel endroit, que j'agisse de telle manière, et que tout ce qui est dit est parole d'or, on considère que c'est une banalité de le faire parce que tout le monde le fait, la masse le fait. Alors, que ce soit bien ou mal. Parce que la question après, c'est de se dire, mais est-ce que tu fais le bien ou est-ce que tu fais le mal? Mais je ne peux pas faire le mal. La masse a dit que. Et la masse fait, regarde, on est imaginons ici, là, qui est à peu près 1000 personnes, et il y a 800 personnes, ou 500 personnes, ou même 550 personnes, ils font tout ça. Ils font tout ça, c'est ce qu'on entend. Pourquoi moi je ne le ferais pas? S'ils le font, c'est bien. Alors moi, j'ai tendance à dire aux gens, vous mettez, je suis parisienne d'origine, donc je reste avec mes petits mots parisiens. Je reconnais depuis très longtemps. Moi, aller à Paris, c'est une sinécure aujourd'hui. C'est tellement sale et moche que, alors là, et ça, pareil, ça devient banal. Ça devient banal. Voilà. Que Paris soit dégoûtant, sale, de la crasse, pas possible. Ah non, mais c'est pas grave. Ben non, parce qu'ils sont tous les jours dedans. Parce que c'est la récurrence de. Donc moi, je leur disais, vous vous mettez sur le pont là d'Alma, et puis vous vous jetez dans la Seine. On dit, comment ça? C'est écrit dans la presse, c'est écrit partout, allez-y. Et je vous garantis, ils ont un temps de réflexion. Est-ce que c'est écrit? Et ils ne comprennent pas, après, de se dire, pourquoi elle nous dit ça? Mais après, le seul propos qu'ils disent, mais elle est stupide. Je dis, non, je ne suis pas si stupide que ça, parce qu'on vous dit de banaliser, de faire quelque chose qui est banalisé, parce qu'on vous a donné des ordres et vous ne réfléchissez pas. Est-ce que la banalité du mal, finalement, elle n'est pas des rituels? C'est-à-dire tout ce que tu dis, les rituels qui naissent finalement d'automatismes, et notamment, j'allais dire, des automatismes qu'on essaie d'initier, notamment durant l'enfance. Tu m'as envoyé un extrait de vidéo où justement il y avait une auteure, professeure de français, qui était interviewée sur une chaîne de télévision, je crois que c'était TV Liberté, elle s'appelle Madame Véronique Bouzou, et elle parlait justement de cette expérience de 1000 grammes, et notamment des enseignants qui se soumettaient, qui ne se rebellaient pas finalement face à cette expérience de 1000 grammes. Est-ce que c'est parce que finalement on apprend aux enfants très tôt, très jeunes, à se soumettre à l'autorité sans essayer de la remettre en question? Est-ce qu'il ne faut pas essayer peut-être de leur enseigner parfois, d'avoir une forme de désobéissance civile, naturelle, juste, hein, c'est-à-dire il n'est pas question d'aller taper sur un prof ou de se rebeller, je veux dire, d'une mauvaise manière. Non, la question, c'est simplement de faire preuve de bon sens pour les jeunes et également pour les professeurs. Faire preuve de bon sens, c'est refuser cette banalité du mal psychologique, refuser finalement de se soumettre à des ordres iniques, injustes. Alors, si on allait déjà sur quelque chose d'encore plus loin, on va encore élever le débat, on a l'habitude tous les deux. Ce que je te propose, c'est d'aller déjà dans la notion de propriété. Oui. On ne fait pas un enfant pour soi. Donc, dans la culture de famille, l'enfant doit faire comme la famille.
tu dois manger comme ceci, tu dois manger ça, tu feras tel métier, tu dois t'habiller comme ça, tu ne parles pas à telle personne parce que c'est un abruti, et ceci. Donc, on ne laisse pas à l'enfant la possibilité de se découvrir, de se choisir et de voir ce qui est bon pour lui. C'est On vrai. est là pour lui, Très juste. pour les, tu vois, on est là pour les guider. Normalement, on doit les empêcher de faire des bêtises au maximum, de leur montrer certaines voies, y compris celles qui ne nous conviennent pas, y compris celles sur lesquelles on n'adhère pas. On peut dire, voilà, moi, ça, j'apprécie pas, mais c'est peut-être quelque chose que tu peux faire, c'est peut-être quelque chose que tu peux voir. Fais-toi ta propre recherche, ton propre comment dire, discernement, encore une fois, enfin, de surtout éducation, dans le sens éducation. Je me rappelle des discussions qu'on a eues avec mon fils et ma fille, et surtout mon fils, où il avait envie, maman, je veux faire ça. Sur le coup, je me suis dit, c'est pas franchement ce à quoi j'adhère. Et je l'ai laissé faire, j'ai juste observé, j'ai guidé, on a beaucoup discuté. Il a fait son opinion, puis il a dit non, finalement, ça ne me convient pas. Voilà. Et c'était ça. Et si ça lui était convenu, je n'aurais rien dit. J'aurais juste cherché à comprendre ce que moi, peut-être, pourquoi moi, ça ne me convenait pas. J'aurais peut-être été plutôt dans ce sens-là. Surtout que les choses évoluent, tout évolue. Donc ça, la première chose déjà, c'est si on arrêtait de considérer un être humain comme sa propriété, même s'il sort de son ventre. Si déjà on commençait par ça, à mon sens, hein, c'est encore une fois, tout n'engage que moi, je le dis toujours dans toutes les vidéos et les audios, ça n'engage que moi, mais je vois ça, on est censé être libre et on doit vivre libre, et on doit se faire notre propre chemin, notre propre voie, notre propre culture, on doit apprendre par nous-mêmes, réapprendre parfois, parce que ce qu'on apprend jeune n'est pas forcément ce qu'on comprend plus tard, et puis, et ainsi de suite. Il ne faut pas hésiter à revenir en arrière pour ça, et de se dire derrière aussi, que ce n'est pas parce que nos parents ont telle culture de famille depuis X temps qu'ils nous imposent quelque part déjà dans le ventre de la mère, inconsciemment bien souvent, que l'on doit faire exactement la même chose. Combien d'enfants sont très différents des parents ? C'est mon cas, hein, je suis assez vraiment très différente de beaucoup de choses qui sont liées à mes parents. Combien d'enfants sont comme ça ? Ma propre fille, qui aussi, elle a fait un autre chemin de vie, et bon, c'est comme ça, et je lui souhaite plein de bonheur, et voilà. C'est des choses comme ça qui, à mon sens, il faut réfléchir plutôt que d'imposer et de se dire c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon père, c'est ma mère. Non, enfin, je crois qu'il faut, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est aussi. Je crois qu'au contraire, il faut considérer qu'on peut avoir des chemins de vie qui, à un moment donné, seront, ou provisoirement, ou définitivement, pour X et Y raisons, mais qui ne sont pas forcément malsains ni pour les uns les autres, même si ça peut faire mal au cœur parce qu'on ne voit plus la personne, même si, enfin, il y a plein de raisons et plein d'émotions qui peuvent arriver par rapport à ça. Mais je réitère, je pense que déjà la notion de propriété devrait être quelque chose qui devrait disparaître. Et donc, quand on arrive à l'école, on passe énormément de temps à l'école avec, au début, la même maîtresse, puis plusieurs professeurs qui ont leur profil, leurs opinions, leur point de vue, leur propre éducation, leur propre savoir, et c'est ce qu'ils vont inculquer à l'enfant, même s'il y a un fil conducteur de dire aujourd'hui, on va parler de, je sais pas moi, j'ai pas de, je sais plus. Bref, on va faire un cours d'anglais. Allez, hop, soyons basiques. C'est ça. Si le professeur a un accent à couper au couteau, déjà, rien que ça reproduit quelque chose au niveau de l'étudiant, parce que tout le monde enseigne une langue, parfois ils ont des accents, parfois pas. Ça ne veut pas dire qu'ils parlent mal anglais, mais il y a un accent qui est déjà, j'indique un accent à un étudiant qui n'est pas celui de l'accent, on va dire, global de, par exemple, l'anglais générique, entre guillemets, parce que un Texan ne parle pas comme un Irlandais, etc., etc. Donc ça, on le sait. Mais un accent, en tout cas, qui reste assez générique par rapport à l'anglais. Déjà, c'est déjà quelque chose qui n'est pas juste, mais ça ne remet pas en cause la qualité du professeur. Bon. Si derrière, les étudiants considèrent que c'est le professeur qui a raison, son accent est le meilleur du monde, et ainsi de suite, l'étudiant ne remet pas en cause l'enseignant. Or, l'enseignant est là pour transmettre. Toi et moi, on enseigne, on forme, on transmet, mais on ne détient aucune vérité. La première chose que l'on dit, ou l'une des premières choses que l'on dit, c'est comme je le dis là dans l'interview, c'est ce qui m'appartient à moi. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je transmets. Ça vous plaît pas, ça me dérangera absolument pas. Et je peux avoir tort. Mais ça appartient à moi. Et c'est ce que j'indique là. Et on peut faire évoluer tout ça. Et il faut même faire évoluer tout ça.
Simplement, quand on est à l'école, personnellement, j'ai eu très rarement des professeurs qui ont dit cela. De mémoire, j'en ai eu que 2. Et c'était 2 profs d'histoire. Et quand on voit l'histoire aujourd'hui, comment on la remet en cause? Ben, c'est très difficile finalement pour des enfants quand ils sont jeunes de faire preuve de discernement et d'arriver à comprendre ce qui est juste ou moins juste. Ça va dépendre essentiellement, on va dire d'abord peut-être de l'éducation des parents avant. Et c'est cette éducation des parents qui va faire qu'ils vont plus ou moins avoir un bon jugement envers leurs professeurs et sentir finalement au fond d'eux, en partie, ce qui est juste ou injuste. Et finalement, cette soumission, puisque c'est notre fil conducteur, la soumission à l'autorité, fait que j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Fait qu'on peut être tronqué sur l'éducation, sur le jugement par rapport à l'éducation qu'on reçoit, si tu voulais dire. Exactement, c'est parfait. La symbiose parfaite. En fait, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai parlé de cette notion de propriété. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus le droit d'avoir la propriété, je dirais, émotionnelle, intellectuelle sur nos propres enfants. C'est de dire tu seras ceci, tu seras cela. Et on a tous commis l'erreur. Moi, la première. On a tous commis cette erreur. Et oui, parce que souvent, je t'interromps très rapidement, souvent les parents ont une pensée projective. C'est-à-dire, je veux le meilleur pour mon enfant, sous-entendu, mais le meilleur, c'est ce que je considère, par exemple, que celui que je n'ai pas eu. Je veux le donner à mon enfant, ou je veux qu'il devienne ce que je n'ai pas pu faire, ou je veux… Et finalement, on ne laisse pas l'enfant s'épanouir comme il devrait s'épanouir. Avec son tempérament, sa voix, c'est exactement son chemin, son rail, son propre rail à lui. C'est déjà intégrer son profil. Oui. C'est, en fait, je vais expliquer quelque chose qui est basique. C'est que déjà dans le ventre de la mère, tu reçois tout un ensemble d'informations. La mère si elle est stressée, pas stressée, si elle vit des périodes stressées, pas stressée, par exemple. Si elle écoute de la musique, si elle va faire du sport, dans la nature, si elle écoute BFM. Bon, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'elle lit, qu'est-ce qu'elle intègre, etc. Comment elle fonctionne, son alimentation. Bref, il y a tout un ensemble de choses qui va faire que, déjà, tu reçois plein d'informations à ce niveau-là. Quand tu as posé ton premier cri, tu es déjà chargé d'une histoire familiale. Tu es déjà chargé d'une culture familiale. Tu es déjà chargé d'a priori, de plein de choses. Bien ou mal, peu importe. On n'est pas là pour juger. Tu ouvres les yeux. En principe, tu vois tes parents, ce n'est pas toujours le cas. Hein, des orphelins, et des mamans qui ont souffert pendant l'accouchement. Bref. Donc, en principe, ta référence, c'est ce que tu as entendu pendant 9 mois, ce qu'il y a eu pendant 9 mois. C'est ta référence à base 0. C'est-à-dire le curseur, tu le mets à 0. Donc, tu l'appelles amour. Parce qu'en principe, un enfant naît plutôt dans l'amour de ce qu'il est lui, parce qu'il n'a pas de référence à ce moment-là, sauf celle qu'il a reçue dans le ventre de la mère. Et c'est là-dessus qu'il va construire sa propre personne. C'est sur cette base-là qu'il va construire sa propre personne. Donc, s'il a un parent agressif, il ne va pas comprendre que, en fait, ce n'est pas bien. Il ne sait pas. Il n'a pas la référence. Tout à fait. S'il a une mère aimante, il ne sait pas qu'il y a des enfants qui peuvent être maltraités. Voilà, et ainsi de suite. Si on lui dit, quand tu seras grand, tu rouleras en BMW, sinon, parce qu'une de chevaux, c'est juste pas possible, tu ne peux pas envisager ça, et qu'il faut ta Rolex à 50 ans, et que tu ne dois pas fréquenter tel type de population, et que tu te marieras avec la fille d'un tel. Bref, je dis plein de choses, mais ça n'est pas du tout de la science-fiction. C'est vraiment, c'est vraiment existant. Eh bien, l'enfant va intégrer cela. Et c'est dans la confrontation. Et c'est pour ça aussi qu'on a bloqué la confrontation après. On a vraiment bloqué cette confrontation, le politiquement correct, qui a bloqué la confrontation. C'est la confrontation, c'est quand je vais voir d'autres petits-enfants comme moi, plus ou moins de mon âge. Donc, c'est la crèche, la nourrice et l'école. Et là, il y a déjà des codes. Tu fais ceci, tu fais cela, tu dors à telle heure, tu manges comme ça, tu manges ceci, tu manges tout. Tout est déjà charté, tout est déjà encadré. Tout est déjà, tu portes tel vêtement, tout est déjà précis, comme s'il y avait des manuels de nous dire ce qu'il fallait faire. Et on l'a tous fait. Bien sûr. Et on travaille des fois à l'école. Personnellement, j'avais une fille, ma fille qui a eu une maladie à la naissance. J'ai refusé de prendre le travail jusqu'à ce qu'elle soit opérée, qu'elle soit mieux. Et il a fallu que je trouve une nounou qui était infirmière pour bien suivre après ce qu'il fallait faire pour que ça se passe bien. Mais c'était d'abord ça et pas autre chose.
Mais il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement ou qui ont décidé de ne pas faire autrement parce que, et puis après, il y a des incidences qui peuvent être assez compliquées en fonction de ce qui se passe. Et ça aussi, ne pas aider à construire l'enfant. Il y a la maltraitance qui fait que quand on est fronté à d'autres enfants et qu'on voit que les autres enfants ne sont pas frappés, qui sont bien habillés, qui ne sont pas critiqués, rabaissés, etc., qu'on se dit, tiens, c'est bizarre, mais ce n'est pas normal. L'enfant maltraité considère que ce n'est pas normal. Et il ne se remet, et c'est à lui de se remettre en question ou pas. Donc, il y a 3 voies par rapport à tous ces éléments-là. C'est soit je suis comme maman, papa est, et je vais là, et un jour ou l'autre, ça peut changer. Soit je ne suis pas vraiment comme maman, papa est, mais je ne veux pas d'histoire à la maison, je ne dis rien. Et à un moment donné, il faudra quand même essayer de prendre position, ou pas. Soit je suis le rebelle. Mais le rebelle, alors là, ça peut aller dans des extrêmes terribles qui peuvent aller jusqu'au suicide plus tard dans la vie. Ça peut aller très, très loin. Et tout ça, ça se travaille, ça se canalise. Et donc, quand on a un discernement dans son mode de fonctionnement, qu'on est capable de dire, là, on m'a dit que c'était rouge, mais en fait, je vois bien que c'est bleu quand même, ou alors c'est mes yeux. Ça peut être mes yeux. Bon, alors je vais voir ailleurs. Là, on me dit que c'est violet, et en fait, c'est noir. Ça fait 2 fois quand même. Et ça, très petit, on peut le faire. Il y a des gens qui ont un esprit analytique et disaient, moi j'en fais partie, toi aussi, je sais, très petit, on se posait plein de questions, on n'avait pas forcément les réponses, on ne se posait pas des questions non plus, mais on y allait. Donc, quand on arrive à l'école, et ça c'était mon cas, je crois que je t'en ai parlé d'ailleurs, et c'est peut-être le moment d'en parler, j'avais un prof d'histoire qui avait décidé que l'histoire était comme lui l'avait écrite. Et j'étais très bonne en histoire. J'étais une très bonne élève en histoire, pas qu'en histoire, mais notamment en histoire. J'ai toujours été passionnée. Et un jour, sur un texte qui était lié au goulag et au Sovkhoz et Kolkhoz en Russie, je le prononce mal, il me met 3/20 pour la copie et l'effort d'avoir écrit un truc comme ça. Okay. J'avais 2 anciennes profs d'histoire, ça se passait bien. Je leur ai envoyé la copie et je leur ai dit de me noter très durement et j'ai eu 13 et 15. Donc, j'ai montré tout ça au directeur de l'école. Je devais avoir 15-16 ans dans ces eaux-là de mémoire. Je n'étais pas du tout encore majeure, même 14 ans peut-être. Et donc, j'ai fait convoquer ce professeur devant le directeur d'école. Et là, ça a été chaud. Et il a dû présenter des excuses parce qu'il m'avait rabaissé dans la classe. Il avait dû présenter ses excuses devant la classe et arrêter de mal me mener. Pourquoi ? Parce que j'avais remis en cause son enseignement. J'avais lu beaucoup de livres comme Les Mains de la Taïga qui m'ont marqué et qui remettaient complètement en cause tout ce qu'il disait. Comme on avait une dissertation, donc oui, non, j'avais plus de 14 ans, on était, je dissertais, mais avec mes propres enseignements, mes propres richesses, mes propres savoirs. Et lui ne l'avait pas accepté. Alors ça, c'est très important ce que tu dis, parce que c'est une clé importante justement pour les jeunes, mais également pour les parents, c'est-à-dire être capable de remettre en question une autorité, puisqu'on est dans cette expérience-là, on veut remettre en question l'autorité, mais on le fait de manière juste, en amenant des sources justes, sincères, et en présentant son point de vue, donc en s'affirmant, en faisant preuve de caractère. Et cette clé que tu donnes, elle est très importante. Voilà, c'est pour ça que je le mets en avant, cet exemple-là, parce que je ne pensais pas le caser, puisqu'on en avait parlé en off une fois. Et en fait, ça tombe très bien, parce qu'en effet, et moi, je l'ai fait par rapport à mon instruction, mon savoir, mais sans considérer que c'était la vraie version. C'est juste, voilà, j'ai appris ça, je mets ça dans ma dissertation. Et le professeur ne l'a pas reçu comme ça. Et je n'ai connu que 2 professeurs qui étaient capables de recevoir comme ça. Mais si vous allez vous passez un examen aujourd'hui, quel qu'il soit, si vous ne dites pas à la lettre ce qu'on vous a enseigné, vous n'avez pas l'examen. Oui. Parce que la masse a décidé parce que l'autorité a décidé de normaliser et de banaliser les choses, l'instruction et ainsi de suite. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, la confrontation fait que les personnes qui sont tous dans le moule vont dire non, puisque là, à l'école, on a appris ça, donc c'est parole d'or. Parce qu'on a fait ceci, c'est parole d'or. Parce qu'on nous a dit que c'est parole d'or. C'est écrit dans les livres, c'est écrit partout. Donc, si c'est écrit, combien de livres ont été brûlés ? Combien de livres ont disparu ? Combien d'éléments n'ont pas été indiqués ? Est-ce que quelqu'un peut détenir un savoir absolument intégralement ? Personne.
Et donc, quand vous avez un enfant que vous allez justifier ou qualifier de rebelle, posez-vous les questions de est-ce que c'est pas vous qui l'avez rendu comme ça parce que simplement vous ne l'écoutez pas, parce que simplement vous n'acceptez pas qu'il soit différent et qu'il pense différemment. Ce qui peut être très positif au final, hein, qui pense différemment, parce que c'est une confrontation d'opinions et c'est toujours intéressant. Je voudrais revenir. Personnellement, j'ai fait des études de droit, donc le droit, c'est quand même quelque chose où c'est assez rébarbatif, on rabâche. C'est-à-dire, on apprend des piles comme ça, là, voilà, qu'on voit bien, des piles comme ça de texte, plus ou moins, dans les cours, et puis on est obligé d'essayer d'en faire une synthèse lorsqu'on a une épreuve, mais on ne fait que répéter finalement, et c'est surtout ça, c'est beaucoup de par cœur, énormément de par cœur. Et dans le mot formatage, d'ailleurs, il y a finalement mise en forme. Qu'est-ce qu'on fait finalement dans un formatage? On met un cadre de la forme pour vous imposer finalement de réfléchir d'une certaine manière, d'une certaine forme. Finalement, c'est pas tellement le fond qui est intéressant, c'est surtout la forme dans les études. On apprend surtout de la forme. Et ce qu'on va en faire. Et c'est ce qui crée finalement le fait qu'on n'arrive plus à avoir un vrai esprit critique. Je crois que la dernière fois, je t'en parlais justement j'ai plusieurs amis qui sont dans le milieu du droit comme moi, et certains sont très compétents dans leur milieu de compétences, c'est-à-dire ils sont pointus, ils vont au fond des dossiers, ils sont reconnus même dans leur domaine. Mais par contre, d'un point de vue politique, ils se limitent à une division droite-gauche et ils n'arrivent pas du tout à voir finalement que là, nous sommes dans une forme de manipulation très importante, gravissime. Et ils n'arrivent pas à avoir ce recul-là. Donc là, ils n'arrivent plus à avoir cet esprit critique. Et je voudrais rebondir en même temps sur ton article et dire, tu as donné des différents types de profils de ces individus et de la manière de réagir. Et tu l'as catégorisé dans des grandes lignes. Tu sais, tu as dit, il y a plusieurs profils. Il y a ceux qui sont dans les grandes villes, il y a ceux qui attendent un sauveur, il y a ceux qui, on va dire, s'accrochent à une storytelling un peu excitante, entre guillemets, d'autres qui se réfugient dans des univers parallèles, ou d'autres qui sont dans une fuite, alors que la clé, finalement, face à tout ça, c'est une forme de recentrage sur soi. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça par rapport justement à cette crise et cette soumission à l'autorité? Quelle est la réaction, les profils des gens? Ça, je pense, c'est intéressant. Oui, justement, j'étais en train de réouvrir sur mon téléphone l'article puisque je l'avais mis de côté sur mon téléphone pour voir ça. Alors, en fait, il y a des profils. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est un peu des profils génériques. C'est générique, en fait, des profils dans les contextes aussi génériques. C'est très générique. Bien sûr. Mais globalement, on est encore dans cette notion de masse. C'est vers quelle famille je vais aller pour me sentir bien et me dire, ouais, ça me va, même si tout ne me va pas. Mais je me sens moins seule et je suis dans cette famille de masse qui correspond plus à mes aspérités, mes convictions, mes envies, mes croyances. Les croyances, très important aussi. C'est pas bon, les croyances. C'est une clé fondamentale. Ouais, c'est vraiment pas bon. Et en fait, quand tu vois, par exemple, tu parlais de tes amis, donc dans le droit, on apprend, on fait tout. On fait tout droit. Même, voilà, c'est ça. Il faut créer des jurisprudences pour casser ce droit, en fait, en gros. Exactement. J'en ai fait une année dans mes études. Dans mes études, j'ai fait une année de droit. J'avais un prof de droit et on se croyait, tu sais, on avait l'impression d'être toujours au tribunal avec elle. C'était affreux, théorie. Bref, donc c'est vrai, c'est ça. On apprend, on interprète et après on va trouver ce qu'il va faire pour défendre notre client. Pour travailler avec des avocats de temps en temps, quand on leur parle de quelque chose de différent, qu'on leur présente le dossier autrement, avec des preuves, des contextes, etc., ils sont perdus. Ils sont clairement perdus. Parce que ça n'est pas banal, ça n'est pas dans la norme. C'est qu'on n'a pas utilisé l'esprit et le cerveau à ça. Et que moi, je pense que si on fait des écoles où on met beaucoup en avant la notion de pouvoir réfléchir et laisser l'enfant s'épanouir et même choisir ses matières, on aurait beaucoup moins de personnes lobotomisées aujourd'hui qui suivraient la masse. Et c'est ça qui se passe en fait dans cette notion à l'autorité, c'est qu'on va chercher une quelconque autorité, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit de masse, parce que tout le monde dans la ville fait pareil. Pourquoi je parle des grandes villes? C'est parce qu'il y a un mode de vie qui est assez générique dans les grandes villes que l'on ne voit pas en province. En province, il y a des modes de vie différents en fonction des régions déjà.
Tout à fait. en fonction de ce que la région va dégager. Est-ce qu'elle est plus viticole? Est-ce qu'elle est plus agricole? Est-ce qu'elle est plus montagnarde? Etc., etc. Alors que les villes, non. Les villes, il y a il y a des problématiques communes qui vont être les transports en commun, les bouchons, courir pour aller chercher ceci et cela, euh, la notion de bruit, de pollution, la notion, enfin, il y a plein de choses que l'on ne va pas du tout retrouver en province, même dans des villages, hein, même dans ou des petites villes. C'est vraiment, là, la masse est beaucoup plus importante dans la notion de ville. Et on voit des réactions qui sont très différentes. Je suis une ancienne de la capitale, je réitère, je suis quand même à 6 générations de la capitale française, hein, quand même, donc j'y ai vécu. Et j'ai vécu dans les couronnes en plus, plus jamais, plus jamais. Je ne peux plus. Parce que c'est, quand on dit métro, boulot, dodo, mais tout est résumé là-dedans. C'est vraiment ça. Et alors, dans la façon de travailler, c'est pareil. Il faut travailler comme ceci, il faut réseauter comme cela. Moi, j'ai entendu dans une réunion un jour, à la bibliothèque Mitterrand, on a fait une grande réunion avec des gens tout ce qui est sécurité défense, on va dire. Et tout le monde, il y en a un qui sort. De toute façon, ce qui sort du périphérique, ça n'a aucun intérêt. Moi, je venais de Rennes. Alors, j'ai bien rigolé. Donc, bon, ce qui était drôle, c'est qu'on a vérifié qui était vraiment né à Paris et puis avec moi. C'est ça qui est encore plus drôle. Bon, bref, je la fais court. Mais globalement, c'est ça. C'est parce qu'on a dit que, il faut faire. C'est vraiment, et ça, c'est une manipulation de long terme de dire, il faut penser comme ceci, il faut aller dans telle école, il faut rentrer dans tel réseau, parce que tu auras du travail, et donc ça a nivelé vers la médiocrité. Plus les gens étaient dans une médiocrité appauvrie de discernement, de réflexion, etc., mais bien imbibés de savoir, de ce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils apprennent, et plus on en est arrivé à ce qu'on en est aujourd'hui. Et la masse, dessous, ceux qui sont dessous, qui ont beaucoup plus de discernement, ont du mal à monter parce que la confrontation se fait en disant mais je ne suis pas d'accord, mais ça ne correspond pas, mais ça ne va pas, ça ne donnera pas de tel résultat, je peux vous prouver que, on est dans des tas de discours, etc., qui font que, et que ce soit dans l'enseignement, parce que l'enseignement, quand on voit les formations aujourd'hui, toi et moi on forme aussi, tu regardes les catalogues formation aujourd'hui. Moi, j'ai des clients qui m'appellent, je dis, mais je n'arrive pas à trouver votre formation dans le catalogue formation. Même des formations basiques sur l'analyse comportementale et tout. Je me dis, mais c'est normal. Ils ont tout fait pour appauvrir le savoir et normer une formation pour que ce soit intégré, tu sais, pour tout ce qui est CPF, là, ou DIF, l'ex-DIF, je crois que ça s'appelle comme ça. Un compte professionnel de formation, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, c'est ça. Donc, qui puissent utiliser leur compte. Et en fait, c'est tellement, mais j'ai plein de clients qui me disent, mais même sur des choses qui sont différentes de mon métier, mais râlez pas de crête au niveau du savoir. Râlez pas de crête. Je ne parle pas des formateurs. Je parle de ce qu'on doit, il faut rentrer dans les cases, dans les mots et tout. Et c'est un appauvrissement terrible dans plein de domaines, y compris métiers. Donc, ce qui fait qu'on forme autrement, ce qui fait qu'on fait les choses autrement, parce qu'il y a plein de transmissions à faire. Mais moi, je n'en ai rien à faire d'être un Ségos si je n'ai pas du tout envie d'être un Ségos. Je ne veux pas être catégorisé quelqu'un qui rentre dans un moule. Ségos ou ainsi de suite, hein, que je ne critique pas du reste. Hein. Il en faut et ils font des très belles choses. Hein, je ne les critique pas du tout. Bien sûr, bien sûr. Mais pour des choses qui se démarquent, pour des métiers qui se démarquent, des informations qui se démarquent et qui correspondent à des tas de gens, eh bien, c'est une insulte à ces personnes-là de leur dire qu'ils n'ont pas le droit d'apprendre sur ce qu'ils veulent. Donc, ça veut dire qu'on considère que ces personnes-là n'ont pas la possibilité, n'ont pas le droit, je pousse la réflexion, n'ont pas le droit même de penser à devoir chercher à s'instruire autrement, parce que l'autorité a dit autrement. Je pense que c'est une... Excuse-moi, je poursuis ma réflexion. Vas-y. Ça ne dérange personne de toutes ces personnes qui imposent ces autorités de se dire je fais du mal à cette personne-là qui cherche à s'instruire autrement parce qu'elle a besoin de ça. Il n'y a pas de remise en question de se dire déjà ce que je fais moi, est-ce que c'est bien? Et de l'autre côté de se dire mais je fais du mal là en fait parce que peut-être que c'est vrai ce qu'elle dit ces personnes-là, peut-être que c'est intéressant ce qu'elle veut apprendre. Peut-être que ça peut instruire aussi d'autres personnes dans mon environnement. Ah, mais l'autorité m'a dit que, mais si l'autorité m'a dit que ça, je pourrais peut-être me poser la question de savoir pourquoi l'autorité m'a dit que ça. Parce que qui détient la vérité? Personne. Qui détient le savoir? Personne. Donc, un enseignant, un formateur, c'est la première chose qu'il doit savoir. C'est que j'enseigne, je forme ce que j'ai appris, ce que je sais. Tout à fait. Mais tellement d'autres choses. Et c'est peut-être faux ce que je vous apprends.
C'est la première chose qu'on doit savoir. Et donc, si cette autorité qui catalogue toutes les formations, là, j'ai les listes de machin, etc., quelqu'un qui arrive, moi j'ai des clients qui l'ont fait, je veux telle formation, ah ben ça doit à peu près rentrer dans ce case-là. Voilà, vous avez la case là, C35, 25 machin, hein, et là vous allez là-dedans, et puis l'autre lit le plan de formation, ça ne rentre pas. Ah non, c'est ça que je veux. Ah ben il n'y a pas, donc vous n'aurez pas. Et ça ne dérange pas les centres de formation, les instructeurs, les formateurs, les enseignants. Enfin, si, ça en dérange quelques-uns, parce que j'ai même des clients dans ce domaine. Donc, ça en dérange quand même quelques-uns. Mais je veux dire, au niveau des autorités, tout ça, de se poser la question, de se dire, mais peut-être que cette personne a raison et peut-être que ça peut concerner d'autres personnes, même si c'est une minorité. Et puis, la façon dont on enseigne. On oblige une forme d'enseignement qui ne correspond pas ni à toutes les matières, ni au profil des étudiants. Moi, dans ma matière à moi, telle que j'enseigne, je l'enseigne par rapport à ma matière et au profil. Mais ce qui ne correspondra pas à d'autres matières. Oui, mais c'est du sur-mesure que tu fais. Oui, mais je ne vais pas la seule à faire du sur-mesure. Et je pense qu'on devrait être beaucoup plus nombreux à faire du sur-mesure. Ah ben, je suis tout à fait d'accord, mais je vais être un peu cynique et je vais dire, est-ce que finalement cette méthode d'enseignement, telle qu'elle est présentée à l'heure actuelle, et je veux dire qu'elle existe depuis la fondation de l'école laïque, on va dire, finalement, est-ce que c'est pas fait exprès tout ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas fait exprès qu'il y ait une sélection de l'information qu'on va donner aux professeurs, c'est-à-dire pour les former déjà, pour qu'eux-mêmes soient dans un formatage intellectuel qui fait qu'ils vont enseigner aux enfants finalement un certain type de connaissance, donc une certaine histoire plutôt qu'une autre, sachant qu'on fait confiance aux sachants quand on est petit et qu'on n'est pas encore capable finalement d'avoir cet esprit critique. Et donc on se soumet finalement à cette autorité, tout simplement parce que la première des manipulations qui entraîne finalement à la soumission aux sachants, c'est le contrôle de l'information. C'est le contrôle de ce qu'on va donner et finalement, et le refus de donner peut-être le meilleur et de donner, comme tu disais, un savoir minimum, un savoir moyen. Donc, labelliser des formations qui sont moyennes plutôt que d'essayer d'en donner qui ouvrirait la compréhension aux gens à d'autres formes, justement, beaucoup plus générales, beaucoup plus intéressantes pour eux, pour s'épanouir, au final. Oui, et puis surtout qu'il y a le cycle, tout ce que tu dis, pour moi, c'est juste, c'est qu'en fait, à mon avis, tout a été prémédité hein, pour nous manipuler et nous emmener vers un environnement qu'ils ont choisi pour nous. Donc, ça ne les dérange pas de choisir pour nous de ce qu'on doit faire de notre vie. Ils se sont autorisés une autorité pour le faire. Comme les professeurs à l'école, j'ai tel diplôme, moi je sais, je suis un sachant, donc ce que je vous dis est très bon pour votre avenir. Alors je vais prendre un exemple très simple. Quand j'étais étudiante en école de commerce, ce qu'on nous disait, c'est que dès que vous sortirez de là, vous valez tant. Ben, pas du tout, on ne valait rien du tout. Puis en plus, en tant que fille, c'était difficile de trouver des postes de manager. Hein. Donc, il faut ramener ça à 30 ans plus tôt. Hein. Et c'est encore. Aujourd'hui, on a été obligé de faire des lois pour ça, ce que je trouve complètement ridicule et immonde. Mais il faut remettre ça dans le contexte autrefois. Et voilà ce qu'on nous disait. C'est faux. C'est absolument faux. On ne vaut que ce qu'on va déjà être capable d'apporter dans l'entreprise. Et quand on sort des études, franchement, entre l'entreprise et l'enseignement, il y a vraiment un gap qui est énorme et qui s'est creusé au fil de ces années. Et c'est volontaire. Je me rappelle avoir donné des cours à l'ESJ, c'était une catastrophe en école de cyber, où j'avais quelques étudiants qui étaient corrects, qui étaient ouverts, où des étudiants ont décidé de remettre l'affaire de 2013, ce qui est totalement illégal, sur le tapis, et qui se sont comportés comme des abrutis tout le long des derniers jours d'enseignement. Et moi, je les ai laissés faire pour voir comment ils allaient se révéler dans leurs bêtises. Parce que je les ai analysés. Même si à un moment donné, j'ai fini par craquer parce que j'en ai eu ras la casquette. Et donc, ça s'est révélé. Ça s'est vraiment révélé. Il y en a un qui s'est révélé et qui a bien mis en avant le pourquoi de tous ces gens-là réagissaient comme ça. Les choses se sont mises parce qu'ils se sont sentis confortés. Donc, comme ils se sentaient à l'aise parce qu'ils croyaient que je ne voyais rien, donc, tu vois, ils en achètent plus. Moi, c'est des méthodes que j'utilise depuis très longtemps. J'adore faire ça. En gros, je joue un rôle, si tu préfères. C'est le profiler, Oui. hein, c'est vraiment… Le naïf, en fait, la naïve un peu, voilà.
Oui, enfin, très calculé, hein, c'est très Oui, calculé oui. parce que je place mes mots, je place mes comportements. Non, je suis vraiment en mode profiler, mais on investigue. Enfin, c'est pas, on fait pas de l'investigation, mais comment dire, un peu tout comme en fait pour faire révéler les vérités. Et j'adore faire ça. Je le fais souvent, même aussi en entreprise quand c'est nécessaire, parce que je sais qu'on me manque. Quand je sais qu'on me manque de respect, ça c'est direct. Je suis en mode action comme ça. Là. Et la culture intellectuelle de ces étudiants, sauf certains qui ont vraiment cherché à se développer, était d'une pauvreté Mhm. et purement basée sur le technique, parce qu'on leur a appris que la cyber, c'était que la technique. Je te parle de ça il y a 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne sais plus. Euh, mais rien que ça, je me suis dit, je ne veux plus enseigner comme ça et je ne veux plus ce genre de profil. Terminé, j'enseigne moi toute seule pour ceux qui le veulent. Et là, parce que les gens, ils adhèrent. Là. Déjà, ils ont quelque chose, il y a une démarche qui est commune. Mais c'est effarant. Et c'est ça qu'on Oui, retrouve sur le marché. complètement. C'est ça qu'on retrouve sur le marché. Un cybercriminel n'est pas un être humain. Donc, l'autorité a dit que c'était de la technique, il faut rester dans la technique. Et c'est fait Et il y en a exprès. C'est fait exprès, ça. exprès. Et il n'y en a pas un, attends, c'était pas des gamins quand même, hein, enfin, c'était des gamins pour moi, ils avaient quand même l'âge de mes enfants, mais ils travaillaient dans les entreprises, ils avaient quand même plus de 20 ans, 24, 25 ans plutôt. Donc, on n'était pas quand même sur des profils petits, hein, là. Mais non, on avait écrit ceci, il me sortait ça tout le temps. On avait écrit ceci, moi c'est comme ça. Je dis ok, moi je vais vous montrer le contraire. Il y a très peu qui étaient d'accord avec ça. C'est assez effarant. Et là, tu dis non, moi j'arrête l'enseignement. Hein. J'ai pas de temps à perdre avec ce genre de profil. C'est bas de gamme. Ben, ça me fait penser à une réflexion justement d'un philosophe espagnol, je crois que c'est José ou Joseph, je ne sais plus, Ortega. Ortega, c'est sûr. Et il disait justement, pour reprendre ton expression, il disait que le prototype de l'homme de masse, c'est en réalité l'homme de science, le technicien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est aussi pointu dans son domaine de compétences qu'il est mauvais dans tout le reste. Et donc, du coup, Oui, c'est pour mais faire en un fait, parallèle finalement des extrêmes. Et en fait, on est dominé justement dans cette société par des techniciens, des spécialistes. Et c'est fait exprès, ça. C'est expert. des experts. Et quand on est expert, c'est qu'on est spécialiste de quelque chose. Donc, on va très, très loin dans ce domaine pour pouvoir crédibiliser finalement son étiquette et son aura et donc son savoir et que les gens se soumettent sans se poser la question. Et c'est là où ça devient très dangereux finalement. Exactement. Et c'est pour ça que je dis le mot expert parce que c'est ce qu'on voit partout. Je suis expert de. Je déteste ce mot. Je le déteste. Moi, ça arrive que des gens me disent vous êtes expert. Non, je suis expert de rien du tout, même pas de moi-même. Voilà, ça c'est très clair. Je déteste ce mot. On n'est pas expert, on est des sachants apprentis ou des apprentis sachants. Point barre. Point barre. Moi aussi, j'étais dans ces trucs, là, machin, parce qu'il fallait rentrer dans le moule aussi quand j'étais Oui, manager, ça aussi. Et comme j'étais toujours, pour eux, une rebelle, parce que je défendais mon beefsteak et celui de mes équipes et mes clients, donc forcément, la confrontation ne me dérangeait pas au début, ça fritait, parce que de toute façon, il y avait des résultats. Mais à un moment donné, ils ont imposé que ce soit le financier qui décide, et donc là, le service client, le management, l'humain, ça, c'est terminé. C'est-à-dire et aujourd'hui, oui, c'est c'est des ça. encadrants. Ce ne sont plus des managers, ce sont des encadrants qui croient manager, qui pensent avoir un certain pouvoir, mais ils n'ont vraiment pas grand-chose. C'est très rare de trouver quelqu'un qui a un vrai pouvoir en termes de management. Donc, ils ont créé des experts. Moi, je suis expert de ceci, cela. Mais qu'est-ce que c'est affreux ce terme? Qu'est-ce que c'est affreux? Ça cloisonne. Oui, ça C'est cause. une façon de cloisonner. C'est de dire, bah moi, comme je suis expert, je suis. Non, mais t'es rien, attends, excuse-moi, on apprend tous. Ça sert à rien de dire ça. Je suis vraiment mais, complètement d'accord avec ce que tu dis. Il faut considérer qu'on apprend tous les jours. Il faut savoir dire, je me suis trompé. Il faut savoir dire, j'ai eu tort. Il faut savoir. Mais tout ça, c'est une question d'ego. Si tu as trop Oui, d'ego, c'est impossible de c'est dire ce genre de impossible. choses. C'est impossible. Tu as ces experts devant toi, donc attention, c'est parole d'or, c'est parole d'évangile. Et si toi, derrière, tu arrives, euh, boulanger du coin, qui va remettre en cause, on va reprendre l'exemple de la cyber, en disant, mais oui, mais attendez, un cybercriminel, quand même, c'est un être humain, moi je ne suis pas d'accord, ma petite boulangerie qui a un petit site web, elle a eu ceci et cela, etc. Oui, mais l'expert a dit que. Et au tribunal, l'expert a dit que. Donc on donne crédit à l'expert.
on le donne. Moi qui travaille des fois sur des dossiers avec des avocats, on a des dossiers d'experts. Je dis, OK, c'est leur truc. Moi, je vais vous présenter le mien. Mais je ne critique jamais les autres. Ça ne sert à rien. Je ne suis pas à leur place, je ne fais pas leur métier. C'est juste dans mon métier à moi, si je m'autorise à dire là, ce n'est pas bon. Parce que c'est dans mon métier. Et j'explique pourquoi. Là, je n'ai aucun problème avec ça. J'ai vraiment aucun problème. En général, les gens, ils ne viennent pas me chercher sur mon terrain. Donc, c'est très bien et j'aime mieux ça. Parce que quand on vient me chercher, c'est qu'il faut vraiment qu'on ait de la bouteille ou qu'on ait quelque chose derrière pour me dire. Et quand on a, je suis avec grand plaisir, je discute là-dessus et avec grand plaisir, je peux dire si j'ai eu tort ou pas. Bon, mais quand quelqu'un ne sait pas et s'autorise à me dire des choses dans mon domaine, là non, je dis non. Et c'est pareil pour tout le monde. J'estime que c'est pareil pour tout le monde. Pour autant, je réitère, je ne détiens pas de vérité. Eh bien, quand ce boulanger va dire ça à un expert cyber, comme lui, il est affublé du titre expert cyber, ça ne me dérange pas de faire du mal au boulanger, de ne pas l'écouter et de ne pas prendre en compte sa demande en considération et ses propos en considération, de se dire que peut-être ce boulanger qui est sur son terrain, qui connaît son site web et qui sait ce qui s'est passé, il a peut-être mis le doigt sur quelque chose de pertinent, d'intelligent, qui remettrait en cause certaines choses. Ah non, le boulanger, il n'est pas expert. Non mais attends, c'est du vécu. C'est des années où on entend ça, et encore plus fort aujourd'hui. Alors les choses sont en train de tomber. Donc de fait, il y a des remises en question, il y a des discernements. Heureusement. Heureusement, bien sûr, heureusement. C'est effarant ce qu'on a pu entendre. C'est, comme tu dis, c'est assez effarant. Et finalement, ce titre d'expert, alors moi, j'aime pas trop cette expression parce qu'elle peut être assimilée à quelque chose d'un peu insultant. Mais quand on en rencontre, j'en ai rencontré aussi pas mal de par mes précédents métiers, José Ortega utilise l'expression d'âne diplômé en parlant des. Alors, j'aime pas trop parce que le bonnet d'âne, c'est plutôt, on va dire, pour les idiots, entre guillemets, enfin pas les idiots, mais ceux qui n'ont pas appris leur leçon, on va dire. Et l'âne diplômé, c'est souvent voilà, l'expert qui pense être très pointu et souvent, en réalité, voilà, n'est pas forcément. D'ailleurs, on le voit, et c'est très marrant parce qu'on le voit en ce moment, je veux dire en matière scientifique, justement, puisqu'on reprend l'exemple de la science et de cette soumission à la science, puisqu'on est dans l'expérience de 1000 grammes, qui est une soumission à la science, donc soumission aux techniciens. On voit bien en réalité, et on le voit de manière très claire en ce moment, qu'ils ne sont pas du tout d'accord entre les experts. Et que finalement, les seuls qui sont d'accord, ce sont ceux qui défendent plus une idéologie qui corresponde à la stratégie du gouvernement, plutôt qu'ils ne défendent en réalité la vraie science. Puisque ceux qui défendent honnêtement la science sans conflit d'intérêt, ils sont mis au banc. Qu'ils soient experts ou non, en fait. Mais je veux dire, voilà, ça noie les gens au final, mais on voit qu'il n'y a pas de consensus finalement, même entre les experts. Ils peuvent avoir tous les diplômes qu'ils veulent, ils peuvent avoir 15 ans d'études, 20 ans s'ils veulent. En fait, pour un petit virus, ils sont noyés. Et ils nous disent tout et son contraire. Oui, ça c'est de toute façon, à force de manipuler, le mensonge se révèle. Donc oui, ça, c'est mathématique. C'est-à-dire que le manipulateur, même si on n'arrive pas à le révéler, à un moment donné, c'est le mensonge qui va le révéler. Donc voilà, non mais on va tous se mettre à quatre pattes pour aller prendre notre café. Ça m'a trop fait rire. Tu sais, j'ai vu ça passer vite fait. J'ai vu ça passer vite fait sur les réseaux sociaux, puis je n'ai pas compris parce que moi, je n'ai pas le temps de regarder un peu ce qui se passe. Je ne regarde pas la télé, comme tu le sais, sauf des films et des documentaires. Et je vois passer ce truc-là. J'ai quoi ce truc. Puis dans l'émission que j'ai fait la semaine dernière, on en parlait. Ils m'ont confirmé qu'en effet, apparemment, il ne fallait pas se lever pour prendre son café. Enfin, mais moi, ça m'a fait rire ce truc. Ça m'a trop. Mais là, ça veut dire la personne qui a pas de discernement, si avec un sujet comme ça, elle n'est pas capable de réfléchir en se disant on nous prend vraiment pour des idiots, c'est que vraiment cette personne est complètement lobotomisée d'esprit. Hypnotisée, oui. Moi, j'appelle ça une lobotomie, parce que soyons très clairs, parce que l'hypnose, à un moment donné, tu te réveilles. Ça ne marche qu'un temps, l'hypnose. Quand même, oui. Je veux bien être, mais l'hypnose, ça ne marche qu'un temps. La lobotomie, par contre, ça, c'est irréversible. Donc, là, soyons très clairs. Non, je vais être dur avec mes propos peut-être, mais moi, tu sais que tu me connais, je suis cash. Ça n'engage que moi. Mais non, là, j'estime que c'est de la lobotomie. C'est le nez dedans, si on ne le voit pas, qu'on nous prend pour un idiot, sachant qu'il y a eu moult preuves sur ce sujet. Non, c'est juste pas possible. Mais là, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que quand tu veux faire passer une idéologie, quand tu veux faire passer des messages, quand tu as envie de considérer que la personne doit croire en, c'est comme dans 1000 grammes.
Vous pouvez appuyer sur le bouton, je vous assure, ça ne lui fera pas mal. Je suis scientifique, vous pouvez y aller, il y a des équipes derrière, vous pouvez regarder, c'est impeccable, il y a tout ce qu'il faut. On le voit bien dans l'expérience. Donc l'autre, il est rassuré de faire ça. Oui. Il va se dire, puisque c'est un scientifique qui me dit, il ne va pas vérifier s'il a le diplôme ou pas. Et ceci étant, ce n'est pas parce qu'il a le diplôme qu'il l'est. Moi, je n'ai pas le diplôme de docteur. Tous les scientifiques du monde entier m'appellent docteur. Parce que, comme j'ai fait des théories scientifiques, j'en ai divulgué que 5, sur les différenciations comportementales entre le réel et le virtuel, dont j'ai créé une famille qui est unique au monde, tout le monde m'a donné le titre de docteur. Mais je ne l'ai pas. La France doit me le donner. Elle me le doit vraiment, en tant que docteur honoris causa. Donc, je ne l'attends pas. Hein. C'est-à-dire honoris causa, tu peux expliquer pour les… Alors, non, je ne sais pas, c'est le titre qu'on donne, c'est-à-dire qu'en fait, on te donne le titre sans que tu passes le doctorat, parce que déjà, je peux en avoir 5, de par mes 5 théories, titre de docteur, et parce que j'ai fait l'inverse comme démarche, c'est-à-dire que j'ai fait tous les travaux scientifiques, j'ai créé tout cela, c'est validé mondialement, mais c'est étudié même dans beaucoup de pays, mais je n'ai pas passé mon doctorat en gros. J'ai fait tout, je suis dyslexique, moi je fais tout à l'envers, tu sais, c'est vrai en plus, hein. J'ai toujours été comme ça en fait. Mais la richesse, c'est souvent dans le parcours, justement, qui n'est pas dans le rail, c'est dans le parcours sinueux. Voilà. Je suis sortie des experts, moi. C'est parce que je n'ai pas suivi le chemin et j'y suis arrivée, justement. Si j'avais suivi tous ces trucs qu'on nous a imposés, jamais j'en serais arrivée là, ça c'est clair. Et donc voilà, eh bien, ces scientifiques-là en question, si tu veux, que l'on considère comme scientifiques ou pas, on les a menés à un consensus de dire il faut que vous parliez comme ceci, il faut que vous fassiez comme cela, il faut que vous alliez dans ce sens-là, parce que idéologiquement, vous voyez, ça matche bien. Et bon, ils ont certainement eu des tas de consensus négociés pour en arriver là. Et on les a mis experts, mais sans vérifier que c'était expert. Donc l'autre, il appuie sur les boutons comme ça. Mais il n'a pas vérifié. Et à un moment donné, il entend que l'autre, il crie « Aïe, ça fait mal, etc. ou « Arrêtez » ou « J'en peux plus » ou je ne sais pas quoi. Et non, mais tu peux y aller, hein, t'inquiète pas, il est encore en vie, on peut le soigner, c'est juste que ça pique. Il y a tout un langage derrière qui fait qu'à chaque fois, ça le rassure. Il n'y a que ceux qui arrêtent tout de suite, qui sont des profils vraiment libres. Dès le départ, oui. Je ne veux pas faire mal à l'autre. Je ne sais pas qui il est. Je ne vous crois pas. Je remets en cause tout ce que vous dites. Moi, ça ne me convient pas. J'ai le sentiment que vous mentez. Ça ne matche pas avec ce que mes valeurs humaines, etc., etc., etc. C'est ces profils-là qu'il faut mettre à la tête de tout. C'est pas ceux qui suivent en disant, en croyant même quelqu'un qui pourrait être bardé de diplôme, en croyant ce qui est souvent faux. On parle des élections en ce moment. Mais qu'est-ce qui prouve que les résultats sont les vrais résultats? Ah, parce qu'on l'a dit à la télé, parce que ceci, cela. Ouais, moi, dans mon village, j'ai vu que ce n'était pas ce qu'on a dit à la télé ou dans les journaux. Moi, je l'ai vu sur le terrain. Et d'autres l'ont vu, et ainsi de suite. Et ça fait très longtemps que je sais que ça ne matche pas. Donc, mais non, mais on suit parce que c'est l'autorité. Mais il faut redéfinir l'autorité. La vraie autorité, c'est nous pour nous. D'abord, effectivement. Et lorsque l'autorité au-dessus politique n'est pas juste, la désobéissance civile est un devoir, j'ai envie de dire, à un moment donné. Premièrement, mais deuxièmement, si je puis me permettre de te couper, c'est que qui a le droit d'avoir autorité sur nous? Qui a le droit de décider pour nous? Bien sûr qu'il faut des règles, faut pas faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Bien sûr qu'il faut charter. Et ça, cette autorité-là, oui, mais c'est une autorité d'appliquer un ensemble de choses. Mais ce n'est pas de nous atrophier, de nous enchaîner pour tout. Ce n'est pas uniquement nous enchaîner par rapport au confinement et compagnie, etc. C'est nous enchaîner aussi dans le sens de dire, tu n'as pas le droit, par exemple, on va reprendre les sujets de tout à l'heure, de te former sur telle chose, d'enseigner telle autre chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais pourquoi? Ce que j'enseigne n'est pas mal, ce que je fais n'est pas mal. Il y a une demande. Et puis, on va vers des nouveautés puisqu'on est censé évoluer. Pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes choses et que ça limite tellement qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'apprend plus rien? C'est ça. On n'apprend plus grand-chose. Ou ce qu'on doit apprendre, on l'apprend tout seul en naviguant sur Internet. Oui, ou par soi-même dans les expériences de vie, les échanges avec les autres. C'est très riche d'avoir des échanges avec les autres sans forcément être d'accord. On peut ne pas être d'accord.
d'accord. On peut se dire, ça ne colle pas en moi, ça ne vibre pas en moi, ou il me manque des informations, des éléments, parce que parfois, on ne peut pas fournir toutes les informations. On ne dispose pas même des fois des mots. Moi, je manque de mots de plus en plus pour expliquer certaines choses aujourd'hui. Pourtant, je suis très attachée aux mots et je n'ai pas les mots précis pour expliquer certaines choses. Ça me pèse de pouvoir, de pas pouvoir expliquer plus précisément certaines choses que je vis ou que je ressens parce que les mots me manquent. Mais ça ne veut pas dire que j'ai tort. Et ça ne veut pas dire non plus que j'ai raison. Et ça ne veut surtout pas dire que l'autre doit complètement croire en ce que je dis. C'est très juste, c'est vrai. Pour revenir un petit peu à ton texte et donc à cette notion d'expérience de 1000 grammes qui est liée à la Covid, qui est liée donc à ce que nous vivons à l'heure actuelle, tu disais que le marketing joue un rôle très important dans la manipulation. Dans l'expérience de 1000 grammes, bon, ce n'est pas du marketing, c'est simplement l'acceptation d'une autorité. Mais là, j'allais dire, la manipulation est tellement énorme que pour pouvoir la mettre en place, il faut beaucoup de propagande. Et donc, cette propagande se met en place par le marketing. Oui, oui, parce que sinon, ça ne peut plus marcher. En fait, il faut remettre dans le contexte. C'était l'après-guerre, l'expérience de 1000 grammes, dans les années 60. Dans les années 60, il y avait tout à reconstruire, tout à remettre en place. On était toujours dans cette dynamique d'après-guerre, des 30 glorieuses, de tout un ensemble de choses où la vie était plutôt assez belle, assez facile, entre guillemets, par rapport à l'époque. Même si il y a des choses qui arrivaient comme la machine à laver le linge, des trucs comme ça. Enfin, on évoluait, il y avait une évolution industrielle, technique, financière, technique, voire technologique, même humaine. Le fait d'être libéré, tu pouvais claquer la porte de patron, tu allais en face, tu avais un boulot, on ne te demandait pas tes diplômes, on était juste en train de te demander si tu étais capable de le faire, on regardait si tu étais capable de le faire, tu n'étais pas capable, on te foutait dehors. C'était basique, très simple, et moi je trouvais ça plutôt très bien. À évoluer peut-être, mais pas dans ce qu'on est venu aujourd'hui, parce que moi je ne pense pas du tout qu'on ait évolué. Donc il faut remettre dans le contexte. 1000 grammes, c'est dans un contexte qui est très différent d'aujourd'hui. C'est un contexte où les gens croyaient aux autres. Et s'il y en a un qui était menteur, il foutait une pêche. Il faut dire les choses comme c'était. Le politiquement correct, à l'époque, n'existait pas. C'est toi, tu mens, et ça va se savoir. Oui, et il n'y avait pas de la presse qui diffamait, tu n'avais pas le tribunal qui était corrompu. S'il lui avait menti, il avait les preuves, c'était réglé. Il n'y avait pas de oh ben non, écoutez, il y a telle occasion qui fait que, ou telle chose qu'il a vécue, ou on n'a pas suffisamment de preuves, on va le relaxer, ou la presse va l'encenser. Il n'y avait pas de ça. Donc déjà, il n'y avait pas ce marketing et cette corruption aussi forte qu'elle est aujourd'hui. Alors, où il y a une justice, en gros. C'était assez juste. Peut-être pas à 100%. Et puis, si ça n'allait pas, on foutait une pêche. C'était vraiment ça. Je ne dis pas qu'il faut frapper. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire, ça se réglait en quelques secondes. Ça se réglait d'homme à homme. Ça se réglait de contexte à contexte, de situation à situation. Il n'y avait pas tout cet enchevêtrement, toute cette psychose qu'on l'on crée autour, tout un marketing que l'on crée autour pour inventer une histoire et l'arranger en fonction de ce qu'on veut en obtenir, de ce que l'autorité a guidé dans l'obtention de ce qu'on doit en faire. Ouais. J'ai bien dit ça comme ça. À l'époque, non. Ça ne marchait pas du tout comme ça. Donc déjà, très différent. Donc, ceux qui ont fait l'expérience de 1000 grammes étaient dans cet état d'esprit de je fais confiance. Parce que si ça ne marche pas, l'autre, il se prend une pêche. Je résume. Hein. Ce n'est pas une pêche forcément physique, encore une fois. C'est je vais dire à tout le monde que tu es un menteur, je vais faire ceci, enfin voilà. Donc, ça va se finir avec un règlement de compte, en gros. De dire les choses comme elles sont, dans une notion de justice juste. Depuis, les choses ont évolué, puisque la télévision, comme je l'ai dit, et je l'ai écrit depuis moult années, notamment dans mon livre Net Profiling, comment appréhender les cybercriminels en deuxième version, puisque la première date de 2015, là c'est celle de 2018, que la télévision était un très bon informateur, mais véhiculateur de manipulation. Et qu'Internet est l'accélérateur. Donc, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on en est là aujourd'hui, dans cette situation-là. Et on a rajouté des outils. Donc, Internet est un outil, et le marketing est un outil. Moi, je me rappelle, je suis une ancienne DIRCOM, directrice commerciale communication. Le marketing était intégré à les méthodes anglo-saxonnes, pas françaises. Je travaillais beaucoup dans des groupes anglo-saxons. Donc, le marketing était intégré, mais le marketing n'avait pas beaucoup de poids. Il avait
On vérifiait, par exemple, j'avais créé le pricing product, qui était de voir la vie du produit, comment ça bougeait, parce qu'on avait des problèmes de qualité, parce qu'on avait des problèmes de rupture de stock, etc., etc. Donc, ça n'avait pas beaucoup de poids. C'était important dans notre job, mais pas beaucoup de poids. Ce qui avait du poids, c'était le service client, le marché, le commercial, enfin tous ces trucs-là, tu vois, les chiffres aussi, combien on vendait, etc., les commerciaux, etc., etc. Et la communication qu'on mettait en place derrière, le visuel, qui était visuel, de comment on mettait en avant les produits, comment on mettait en avant la société, tous les incentives, tout ce qui n'existe quasiment plus aujourd'hui, les cadeaux clients, enfin bref, tous ces trucs-là. Donc, le marketing a pris plus de poids derrière parce que le marketing, c'était je vais vendre comment, je vais choisir le produit pour le marché. J'ai bien dit, je vais choisir le produit pour le marché. Ce n'est pas le client qui choisit, c'est les autorités qui choisissent. Parce que ce produit-là, il se vend bien, on va faire tant de marge, etc., etc. Donc, on va se démerder pour vendre ça. Tout s'est inversé. Ce n'est pas la personne qui existait, c'est le contraire. Ça, c'est du marketing. Et je mets toute la broderie qui va autour pour que ce soit produit, machin, etc. Et en tout comme ça. Ce n'est pas uniquement sur le produit physique, c'est aussi tout sur le packaging. La politique, à commencer par ça. Eux, ils utilisent beaucoup du marketing pour mettre en avant ceci et cela. L'encensement, tout ce que tu veux. Comment je me lifte, comment éventuellement je me fais je mets tel vêtement, etc. Tout l'enveloppe, en fait. C'est presque plus que ça, d'ailleurs. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que j'allais dire. On en est arrivé aujourd'hui à ce que ce soit l'IA qui décide de comment tu vas gagner ta vie, de comment tu vas t'habiller, de comment tu vas… J'ai vu une publicité l'autre fois qu'il fallait appeler le gouvernement si on ne savait pas comment s'occuper de son enfant. Mais au secours, jamais. Mais jamais. Mais jamais, 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 jamais. Moi, je préfère appeler ma grand-mère, ma mère, ou je ne sais pas qui. Oui. Tu es grand-mère aujourd'hui, donc j'en suis pas là. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais jamais. C'est pas un État, c'est pas des gens corrompus qui vont me dire ce que je dois faire avec mon enfant. Ça, jamais. Même de ma vie déjà. Donc, l'autorité a été enveloppée dans un magnifique packaging par le marketing. C'est qu'on en a fait quelque chose comme si c'était le Graal, qu'il faut suivre, qu'il faut écouter, qu'il faut aller chercher, qu'il faut suivre dans le sens aussi, le suivre dans le sens écouter, faire comme, mais aussi en même temps suivre la voie. Oui, et que si tu te mettais sur un chemin de fer, et si tu es à côté, tu es un bon à rien, tu ne vaux rien, et l'autorité va te qualifier comme tel. Donc voilà. Et c'est ce qui nous mène au puçage. C'est ce qui nous mène au puçage. Donc du coup, quand on en arrive dans ce système-là, dans ce cheminement-là, j'appelle ça de la lobotomie. On peut en sortir. Mais si à un moment donné, face à X preuves, on ne les voit pas, et je ne vois pas comment on va en sortir. Là, les gens comprennent. Là, c'est en train de complètement s'inverser. Oui, c'est en train de changer, effectivement, un peu. Et l'expérience de 1000 grammes a mis en avant que quand on suit l'autorité, elle se fait bien, elle se met bien en place sur des profils qui ne remettent pas en cause l'autorité. Tu fais l'expérience de 1000 grammes aujourd'hui de la même façon par rapport au contexte là, on n'aura absolument pas les mêmes résultats. Oui, probablement. Pour plein de raisons. 2 ou 3 ans plus tôt, on aurait eu des résultats proches, pas similaires, mais qui auraient été assez importants. Là, aujourd'hui, non. Parce que les gens ne veulent plus monter les volts parce qu'ils ont compris qu'on leur faisait mal. C'est-à-dire que c'est facile de pousser le bouton quand ce n'est pas toi qui reçois le truc, tu vois. Oui, c'est ça. Facile, c'est comme la délation, tu vois. C'est facile de dire c'est l'autre parce que moi, ça ne va pas m'impacter. La délation est tellement plus facile, c'est qu'on se cache derrière quelque chose. Mais c'est interdit, la délation. Par exemple, si là, ils se rendent compte que c'est à eux qu'on fait mal, peut-être pas eux personnellement, mais ils ont peut-être perdu quelqu'un de proche, ils ont peut-être quelqu'un d'impacté proche, etc., qui fait que c'est eux qui sont impactés. Donc, ils ne vont plus pousser le bouton. Là, ils vont réfléchir, pour ceux qui réfléchissent. Et, autre point, c'est qu'en face, on remet en doute le titre de la personne. Qu'on ne s'occupe plus, ou de moins en moins du titre, qu'on s'occupe du résultat. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec une cliente au Québec qui disait que ce n'est pas le titre qui fait quelque chose, c'est qu'on voit ce que la personne elle a fait et son passif. Et ce qu'elle apporte. Et ce qu'elle apporte, exactement. Et comme elle a beaucoup de résultats,
Quand cette personne, on estime qu'elle a suffisamment de résultats, c'est en cela qu'on fait confiance, mais pas en ce que les autres peuvent dire ou faire. C'est ça, et leur instinct, ce qui est bien aussi. C'est une clé importante que tu donnes encore là, parce que c'est vrai que de vouloir toujours s'arrêter au titre, finalement, le titre qu'a donné, on pourrait dire, qu'a validé un système en place, qui donne une certaine autorité à quelqu'un parce qu'il a un titre, ce n'est pas toujours le gage, finalement, de la bonne connaissance, du bon savoir ou de quelque chose de positif qui va vous amener. Et c'est même parfois l'inverse, c'est-à-dire qu'il va user et abuser de son titre pour mieux manipuler les gens. Donc ne plus faire uniquement confiance au titre, comme tu dis, c'est très important et je pense que ça, justement, c'est une clé importante pour que les gens arrivent à se dire, bon, ok, ils ont des titres importants, mais je suis capable, moi aussi, en cherchant, de remettre en question ça. Mais en plus, les titres s'achètent. Oui, aussi. Il y a des gens, je te l'ai dit, moi, je ne mets jamais mon titre de docteur nulle part, même si tout le monde me l'a donné dans le monde scientifique, parce qu'officiellement, je ne l'ai pas eu. Les titres professionnels que je l'ai, on me les a donnés. J'ai jamais inventé, je me suis jamais. Certains ont dit que je m'étais autoproclamée pour ceux qui voulaient me détruire, mais non, c'est ce qu'on m'a donné. Et là, on m'a donné le titre de docteur, mais comme c'est un titre que j'estime qu'il faut l'avoir officiellement, d'où je ne peux pas l'utiliser, mais dans toutes les conférences, tous les jours, je reçois au moins 3-4 demandes pour écrire des articles scientifiques. Je reçois en moyenne 5 à 10 demandes par mois pour faire des conférences scientifiques. Ça s'est un peu calmé au moment du Covid, mais ça repart. Donc, moi, je leur ai écrit, j'aurais dit, moi, si je viens, j'ai pas de masque, pas de passe, moi, je viens. Mais si j'ai ça, je ne viens pas. Et beaucoup m'ont répondu, on est d'accord avec vous, eh bien, on attend et on verra à ce moment-là. Puisque c'est l'année prochaine. Mais beaucoup sont d'accord, dans le monde scientifique. Oui, non, mais ça ne m'étonne pas. Ils sont très clairs là-dessus. Eh bien, je n'utilise pas ce titre de docteur parce qu'on ne me l'a pas donné et je ne cours pas forcément après. Je n'en ai pas besoin pour être ce que je suis, pour faire ce que je fais. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui ont eu des titres. Il y a eu beaucoup de gens où on a donné des titres, comme les médailles. Je pense à la Légion d'honneur, parce que tout le monde sait que je suis passionnée du Premier Empire. Oui. Et grand Dieu qu'elle a été galvaudée, cette Légion d'honneur. Grand Dieu qu'elle a été galvaudée. Oh. Et moi, je vais dire un truc, si quelqu'un me l'offre demain, jamais. Je ne veux pas me mélanger avec toutes ces personnes qui ont eu des légions d'honneur à tort. Jamais. Tout est faux maintenant. Tout a été inversé et perverti, c'est faux. Non, c'est perverti, c'est le mot juste. Donc, ce qu'il faut, c'est voir la personne, comment vous la ressentez. Surtout pas se préoccuper de ce qui se passe dans la presse, surtout mainstream, même s'ils sont en train de faire des mea culpa. Là, j'ai vu ça, il y a plein de mea culpa qui sortent. C'est très agréable. Maintenant, moi, j'attends le mien personnellement. Du reste, à titre personnel, je veux un vrai mea culpa, me concernant, public. Et je pense que tous ceux qui ont été à tort discriminés, critiqués, voire emmenés en justice à tort aussi, auront les mêmes envies que moi. J'en ai pas besoin pour vivre. C'est juste que je veux que j'aime bien quand la pendule est allée à l'heure. J'aime bien le côté juste. J'ai toujours été comme ça. Mais j'en ai absolument pas besoin pour vivre. Ça me changera même pas ma vie. Mais c'est voilà. Et donc c'est toutes ces personnes-là qui écrivent ou font. C'est à vous de voir si c'est juste ou pas. Fouinez. Ce qui est positif ou négatif, qu'importe, et faites-vous votre propre jugement, renseignez-vous même à droite, à gauche, posez des questions éventuellement à la personne en question, peut-être que vous pouvez la contacter, et de lui dire, voilà, il y a ceci, il y a cela, écoutez ce qui paraît, et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que par vous-même, ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas, si c'est vraiment quelqu'un qui est dans le domaine qui dit, ou si il a fabule, dans la cyber, je reviens dans la cyber, si tu savais le nombre de gens qui ont fait des conférences sur la cyber, moi, je les connaissais en privé, des gens qui passent à la télé partout, qui font des grands trucs. Je les connais, des gens très connus. Des fois, je les vois en off. Je dis, bon, écoute, j'ai écouté ta conférence. Elle me dit, ouais, mais tu sais bien que j'y connais rien en cyber. Je dis, oui, j'ai pas compris. Pourquoi tu as fait ça? On me l'a demandé. Je dis, d'accord. Tu me fais passer quand pour que j'explique vraiment ce que c'est que la cyber? Surtout pas toi. Surtout pas toi. Ils me disent. Ça fait des années que je l'entends. C'est des gens. Il y en a un, maintenant, il rase les murs quand il me voit. Il ne sait plus quoi dire. Je lui veux aucun mal. Je lui en veux pas. Il est au gouvernement, tout ça, je n'en veux pas du tout. Il a exécuté des ordres, c'était son choix, c'est son libre arbitre, je n'ai pas à le juger. Oui, mais c'est de la soumission. Ils se soumettent pour une carrière, ils se soumettent pour des postes, ils se soumettent pour de l'argent, ils se soumettent pour beaucoup de choses sans… Beaucoup de raisons.
beaucoup de fausses raisons, en fait, beaucoup de mauvaises raisons, souvent. C'est-à-dire, Oui. c'est ce qu'on appelle finalement, j'allais dire, ils vendent leur âme. Ah oui. Quand on dit l'expression vendre son âme au diable, bah, ça signifie qu'on est prêt finalement à se rabaisser pour À pas se faire finalement respecter. à pas se faire respecter simplement parce qu'on se fait acheter, en fait. Et on trouve ça confortable. Et c'est tellement facile d'aller dans ce sens-là, plutôt que Ah d'être oui, droit dans ce sens-là et d'être droit avec soi-même, qu'on ait tort ou raison, encore une fois. Mais complètement. c'est quand je les vois, moi, il y en a un, il a lâché, il a fait une toute autre carrière qui est très connue. Je l'ai vu l'autre fois à la télévision, justement. J'étais dans un hôtel où le matin, on te met du BFM au petit déjeuner. Alors, je vais te dire, le petit déjeuner, il est juste indigeste, là. Hein. C'est juste, bon, je dis à l'hôtelier, je dis, écoutez, il n'y a pas grand monde, c'est votre chaîne habituelle ou elle me dit, ah bah non, mais il y a quelqu'un qui est arrivé, s'ils n'avaient pas son BFM, elle me dit surtout BFM, c'est pire que tout. Là. Ça, c'est le propriétaire de l'hôtel qui a dit ça devant tout le monde. Je suis d'accord avec vous, puis du coup, les autres ont fait pareil, sauf une table. Là, on a compris qu'ils étaient BFM à mort. Et du coup, on a parlé entre nous tous et c'était très rigolo. Et donc, cet ami-là était passé un matin dans une de ses émissions et j'écoutais, je voyais des lapins jouer dans le parc. Ça me faisait beaucoup plus rire que de regarder, d'écouter leurs bêtises, là. Et j'entends ça, je dis, tiens, un discours intelligent, puis je connaissais de voix, je regarde, ah, mais du coup, je l'ai appelé après. Je dis, tiens, tu m'as fait ma journée, je lui ai dit. Je lui ai dit, tu parlais de choses très intelligentes, c'était bien, pas du tout dans la politique, hein, voilà. Mais bref, donc ces gens-là, et lui, il en fait partie, il dit, moi, j'arrête, j'en ai marre qu'on me fasse faire des choses, c'est pas moi. Ça ne Oui, correspond pas à mes valeurs, c'est ce n'est pas ça. pour ça que j'ai signé. Je mens aux gens, je me mens à moi-même, je ne refuse cette autorité. Et aujourd'hui, il se bat dans d'autres domaines où il est libre de se battre, il est tout seul, alors il se bat, hein, il se bat vraiment. Il est dans les causes animales, en fait, dans tout ce qui est animal. Et il sait D'accord. combien j'aime ça aussi, on partage beaucoup tous les deux là-dessus. Et je lui dis, tu as besoin de moi, je suis là, n'hésite pas. Il me dit, t'inquiète, je sais. Et, euh, et là, il est beaucoup plus libre, mais il est face à des tas de gens qui sont dans cette autorité, qui suivent les moutons. Tu vois, on parlait des éoliennes. C'est aussi une des choses que je supporte pas, puisque justement, ça détruit l'humain, mais la nature également, hein, faune et flore. Et j'en parlais avec des agents immobiliers, puisque je suis toujours dans ma recherche de maison, je l'ai dit dans quelques vidéos. Pour être pas loin de ta région, un petit peu, on va voir, c'est ce que je trouverais. Et donc, comment dire, les agents disaient que ils se battaient aussi contre les éoliennes parce qu'ils se sont rendus compte des dégâts que ça faisait, de tout ce que ça occasionnait, et l'immobilier chute. Il faut quand même savoir qu'une maison, c'est minimum 30% en moins de sa valeur quand il y a des éoliennes qui arrivent. Autrefois, c'est avant, quand elles étaient installées. Maintenant, c'est quand elles arrivent. Donc, quand on voit le développement sur la côte atlantique, c'est juste impressionnant. Et donc, les paysans se mettent aux tribunaux alors qu'ils étaient amis, voisins. Enfin, donc, c'est une galère, pas possible. Donc, ça commence à faire freiner les gens. Et il y en a un qui me disait, mais oui, mais si moi, j'accepte pas en tant que maire, il y avait un agent immobilier qui était maire aussi, bah, c'est le voisin qui va prendre. J'ai dit, donc, ça ne vous dérange pas de détruire la nature, de cautionner cela? Oh, il me dit, vous savez, on n'a pas vraiment de mesure là-dessus. Je dis, ça, c'est ce que vous ont dit les gens qui vendent les éoliennes. Mais bien sûr. Avez-vous fouillé sur les résultats? Parce que moi, je peux vous présenter plein de dossiers de résultats là-dessus. Et il y en a plein dans d'autres émissions et même sur Internet. Je connais même une dame qui lutte fort en France pour ça, qui fait ça très bien, une Bretonne qui est extra. Céline, si tu m'écoutes, bisous. Donc voilà. Et puis pareil pour celui que j'ai cité tout à l'heure, je n'ai pas dit son nom. Bisous. Enfin, hop, je mets tout le monde dans le paquet. Mais voilà, tu vois, et cette réflexion-là, je dis, monsieur, parce que vous estimez que l'enveloppe que vous allez toucher, hein, parce qu'on sait qu'il y a du cash C'est ça. là-dessus, très clair, pour vous et les paysans qui vont louer leur parcelle parce qu'ils n'achètent pas. Hein. Faut pas. Non, 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 c'est moins avantageux. J'ai donc pour cet argent que vous allez toucher, plus les subventions derrière, vous êtes prêt à vendre votre âme, à vendre toute votre identité, tout ce que vous êtes en tant que peut-être être humain, pour détruire d'autres êtres humains, détruire des animaux, détruire la végétation. Vous êtes prêt à ça? Oh, il me dit, vous savez, vous exagérez. Je dis, mais est-ce que vous avez réfléchi au fait que j'exagère vraiment? Mais il me dit, mais tout le monde fait ça. La masse. À la masse. C'est toujours cette théorie de la masse, finalement. Je dis, vous êtes sûr que tout le monde fait ça? Je dis, parce que peut-être que tout le monde a fait ça.
et que maintenant, c'est en train de venir en arrière parce qu'il y a trop de problèmes, il y a trop de recul, un peu comme ce qui se passe en ce moment avec le SRAS-CoV-2. On voit maintenant, il y a suffisamment, pas trop de recul, suffisamment, c'est la dyslexie encore, suffisamment de recul pour dire aujourd'hui que ça ne matche pas, ça ne va pas, il y a des problèmes. Oui, oui, complètement. Et tu as fait une étude d'ailleurs, tu disais dessus, sur les comportements des gens qui se testaient et qui se vaccinaient. Et donc, tu peux peut-être nous en parler. Tu nous disais finalement quelles étaient les spécificités, j'allais dire, de la résistance, de ceux qui résistent au vaccin par rapport à d'autres vaccins notamment. Et tu faisais ressortir, je crois d'ailleurs, que ceux qui y cédaient le plus, c'était notamment les plus diplômés. Alors oui, c'est ce qui était très étonnant, c'est que ceux qui étaient dans le moule, voilà, on revient encore On parce revient au qu'ils monde, sont ouais. dans l'autorité. C'est qu'on leur a appris à l'école cela. Sur les éoliennes, j'ai eu le parallèle avec une petite jeune l'autre fois, justement, qui s'est lancée, qui était en stage en agent immobilier, qui disait, mais on nous a appris à l'école que les éoliennes étaient très bien, donc pourquoi vous dites ça? Voilà, Oui, c'est exactement ça. C'est qu'on leur apprend plein de choses, on leur inculque plein de choses, on leur bourre le mou, ils doivent passer des examens dessus. Si dans leur examen, ils ne disent pas à la lettre ce qu'on leur a appris, ils n'ont pas l'examen, donc ils doivent mentir. Et donc, s'ils l'ont eu, ça veut dire qu'ils rentrent dans le système, il faut qu'ils continuent dans le système à être des parfaits exécutants de l'autorité, de l'ordre, de la normalité. C'est tous ces mots-là qui ont été inculqués exprès pour, et j'en oublie. Et donc, on a aussi beaucoup de gens plus diplômés dans les grandes villes, donc suivent la masse, parce qu'un tel fait, tout ça, je n'ai pas le temps de réfléchir le soir, et puis finalement, ça a l'air bien. Pourquoi l'État nous mentirait? Pourquoi ces soi-disant scientifiques, je remettrais en cause le fait que ce ne soit pas des scientifiques à la télévision? Et puis, c'est dit à la télévision, donc que j'écoute le soir parce que je suis fatiguée pour essayer de m'instruire et faire autre chose, ou voir le week-end, et puis parce que le petit est malade, et puis parce que mon mari, ça ne se passe pas bien, ou ma femme, elle n'a pas rangé les chaussettes, etc., qui fait que on fait tout pour ne pas laisser de temps pour s'ouvrir. Et donc, c'est ces gens-là qui ont beaucoup plus basculé dans les travers de ce marketing 1000 grammes qui est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui, pour pouvoir suivre cette masse pensant qu'elle est bien pensante pour eux, qu'elle est bien équilibrée pour eux, qu'elle est un bon guide pour eux, sans remettre en question et même accepter la remise en question de qui que ce soit, jusqu'à dire toi, tu n'es qu'un bouseux parce que tu vis en province. Bon, un bouseux, il a 2 mots à te dire. Non, mais je l'ai entendu, hein. Et pas que moi. Donc, en effet, cette étude que j'ai faite, humble étude, hein, parce que je l'ai fait sur un panel relativement important, auprès aussi de ma clientèle, surtout dans le médical. J'ai beaucoup de clients dans le médical, ou dans la psycho, et d'autres, hein, j'ai pris tout un ensemble de choses dans mon propre environnement, un peu plus éloigné, puisque moi, personne n'est injecté dans mon environnement proche. J'ai cette chance-là. Et donc, d'avoir fait un retour, j'ai fait cette vidéo, je crois, en septembre l'année dernière de mémoire, et beaucoup de commentaires sont venus dessus, elle est toujours sur ma chaîne YouTube, où les gens étaient plutôt d'accord avec ça. J'ai parlé aussi de pénurie humaine, où on arrivait vers une vraie pénurie humaine, qui était des incidences aussi de cette injection, donc de ceux qui l'ont faite et de ceux qui la refusent, qui ne peuvent pas trouver du travail puisque des entreprises croient que c'est obligatoire de se faire injecter alors que ce n'est pas vrai. Et qui ne peuvent pas l'obliger d'ailleurs. Et qui n'ont pas le droit exactement de l'obliger. C'est important de le dire. Pas plus que l'État, s'il y a un État qui existe. Et donc, le fait est que ceux qui suivent, en fait, c'est ceux qui sont vraiment dans le process, qui ont bien été mis dans ce process de manipulation, qui suivent les instructions de faire comme ceci, cela, parce que tout le monde fait comme ça. Et ceux qui prennent le temps de réfléchir, ceux qui ont cet esprit vraiment de discernement, et ils peuvent être très diplômés, hein, là, ils bloquent, ben bien sûr. C'est parce que quand je dis ça, c'est pas du 100%. Hein. Il y a des gens qui le prennent. Dans l'émission d'avant qu'on avait fait ensemble, on avait parlé de personnes âgées, mais c'est pas toutes les personnes âgées. On avait dit que les personnes âgées n'avaient pas toujours la possibilité, le loisir de s'instruire facilement avec Internet, les outils, parce qu'ils sont pas nés avec. On avait dit quelque chose comme ça. Oui, et donc j'ai eu des reproches comme si c'était toutes les personnes âgées, mais bien sûr que non. Non, ça non, n'est pas. Bien sûr. C'est une globalité.
On n'est jamais à 100%, il n'y a jamais de 100% dans quoi que ce soit. Et merci de l'avoir dit d'ailleurs pour ces personnes qui ont mis ces commentaires-là, mais j'insiste et je réitère qu'on n'est jamais dans cette... Ni toi, ni moi, ni d'autres personnes avec qui je fais des interviews, on n'est jamais dans un... C'est une globalité, parfois une majorité, juste ça. Et donc là, on est sur les personnes qui sont des gens de la Terre, qui n'ont pas cette possibilité de temps aussi ou de toucher Internet. Il y en a plein qui ne savent même pas encore envoyer un email. Hein. Faut pas... Donc, eux, le savoir, c'est compliqué. Il faut qu'ils le trouvent à droite, à gauche. C'est un peu plus compliqué. Ce qu'on appelle un peu le rural, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot-là, mais c'est un peu ça. Donc là, on est entre deux, là, si tu veux. Mais par contre, on a tout un ensemble de gens qui ont du temps, qui prennent le temps, qui décident de comprendre, qui se sont dit, il y a un truc qui ne matche pas. Soit ils sont éveillés, soit l'instinct est fort chez eux, soit ils sont assez centrés, soit c'est simplement parce qu'ils ont toujours un esprit critique, soit ils sont curieux. Enfin, c'est tous ces profils-là. Là, il y a de grandes chances et il y a une grande majorité de ces gens-là qui ne sont pas rentrés dans le jeu. C'est un jeu, hein, ce qui se passe. Moi, je l'appelle Jacques a dit. Et en fait, Jacques n'a pas dit. Parce que quand on était enfant, on avait un Jacques a dit. Oui, je me souviens. Voilà, je ne sais pas si les jeunes aujourd'hui connaissent ce jeu-là, mais en fait, si Jacques a dit, bah, tu fais. Si Jacques n'a pas dit, tu ne fais pas. Donc ça. Voilà, en gros, c'est ça. Donc là, Jacques n'a pas dit. Et on fait croire que Jacques a dit. Donc il faut être vachement prudent. Et donc, tous ces gens-là, eux, ils ont vraiment une approche qui est plus analytique, plus dans le questionnement et dans la curiosité, mais même de se dire pourquoi là, il y a des critiques, parce qu'il y a un truc qui est imparable. À partir du moment où vous prenez une tête d'une personne, vous prenez son nom, son image, et là je parle de moi aussi, hein, mais il n'y a pas que moi, et que vous la cassez dans la presse, c'est que vous pouvez être sûr que c'est tout le contraire. Là, alors maintenant les choses commencent à changer, donc on va voir si ça va continuer comme ça, mais là vous pouvez être sûr que c'est une histoire inventée de toutes pièces, parce que c'est une personne qu'il faut détruire. La presse, c'est payé pour ça. Moi, si un jour on révèle la somme, était payé pour me détruire, que la presse, certaines presses sont touchées, plus les personnes qui ont tenté de me détruire, hein, vous allez tomber sur les fesses. Vous allez tomber sur les fesses. Le truc est énorme. Donc là, tu te dis, tu es dans un film en fait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Tu es dans un film. Donc, les personnes qui ont l'habitude de ces films-là, qui sont dans ce process-là, tu ne vas pas leur dire que... Je vois là... L'affaire Trogneux. Mais ça fait 5 ans que je le dis. Je l'ai dit en privé, hein, bien sûr. Ma mère, quand elle a entendu le truc de Natacha Ray, elle m'a appelé, elle m'a dit, je suis désolée. Je lui ai dit, pourquoi t'es désolée? Elle me dit, je t'ai pas cru. Papa non plus, t'as pas cru. Ah bon? J'ai l'habitude, c'est pas grave. Et elle m'a expliqué, parce que je leur avais dit. Ça, puis une autre affaire, c'est l'affaire Lelandais. Elle m'a tout balancé d'un seul coup. Voilà. Bon, il y en avait même d'autres, certainement, mais c'est pas grave. Mais j'ai dit ça il y a des années, puis moi, j'ai oublié depuis. Hein. Et elle me dit, mais c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Pourtant, ma mère est éveillée. Hein. C'est pas possible. Ben si, maman, c'est possible. C'est sous ton nez. Tout est sous le nez. Il suffit de réfléchir. On n'a pas forcément toutes les réponses. On peut déjà mettre en doute sans avoir la réponse. Tout est sous les yeux. Tout est là. Il suffit d'observer et de comparer, de regarder, c'est bizarre, il y a des trucs qui ne collent pas. Taillé comme ça, c'est un peu... Ah, puis alors, comment elle on serait dans une pièce de théâtre, en fait, un peu un film. Finalement, ça fonctionne un peu pareil, puisque les médias sont achetés par des entreprises privées ou sont détenus par des milliardaires. Comme un film est payé par, on va dire, des entreprises privées et des milliardaires, mais finalement pour raconter une histoire. Donc, on est un peu dans la même démarche qu'ils veulent raconter leur histoire et pas la vraie histoire, finalement. C'est uniquement toujours... En fait, ils ont fait leur histoire. Ils sont en train de mettre... Là, on est en train de jouer la pièce. C'est-à-dire qu'ils ont fait le scénario, ils ont fait tout le scénario. Ils ont mis en place tout ce qu'ils ont décidé de mettre dedans pour leurs intérêts uniques. Parce qu'il faut quand même savoir un truc, c'est qu'il n'y a qu'une poignée de personnes qui ont fait ça, mais pour eux, Bien ceux sûr. qui suivent l'autorité, ils n'ont rien à faire. Non. Ils n'en ont rien à faire des personnes qui suivent cette autorité. Ceux qui poussent le bouton jusqu'à 410 volts, ce ne sont que des jouets pour eux. Bien sûr. Ils n'en ont rien à faire. Et pousser le bouton à 430 volts, ça veut dire que c'est eux qui vont payer d'avoir tué l'autre.
Parce que, ah ouais, mais non, c'est vous qui avez poussé le bouton. Oui, mais vous me l'avez dit. Bah oui, mais vous n'étiez pas obligé de le faire. C'est vicieux. C'est super vicieux. C'est très vicieux. Ah oui, c'est sournois, c'est très vicieux. Et justement, on va pouvoir rebondir, j'allais dire, sur ma dernière question et qui est un peu en même temps la fin de ton article, puisque je pense on va arriver pas loin des 2 heures d'émission. Je sais pas, j'ai pas trop regardé, mais c'est tellement passionnant que ça passe très vite. C'est gentil. Merci. J'espère que ça passe aussi vite pour les auditeurs. Ah, mais j'espère aussi. Et c'est justement cette notion qu'il faut que justement les gens qui suivent et les gens qui mettent en place ça et qui se soumettent à cette expérience de 1000 grammes aussi sournoise finalement, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont victimes, mais comme tu disais aussi, ils sont aussi bourreaux d'eux-mêmes et bourreaux pour leur famille, bourreaux pour leurs amis, tout en étant victimes finalement d'un produit expérimental, donc qui connaissent très peu de choses, qui a été mis, et là je reprends les propos peut-être du docteur Perron, du professeur Perron, qui a été mis sur le marché dans le cadre d'une autorisation de mise sur le marché qu'on appelle l'AMM conditionnelle, qui a été mis sur le marché parce qu'ils ont interdit toute forme de traitement préventif et ils ont interdit aux médecins de soigner. Donc ça veut dire qu'en fait, ils sont doublement victimes, tous ces journalistes qui font la promotion, ils ne s'en rendent souvent même pas compte. Est-ce que tu peux nous expliquer cette notion un peu à la fois victime et bourreau? On est dans le processus du triangle de Karpman, de la manipulation, persécuteur, sauveur, victime. Le journaliste se croit sauveur, on va prendre l'exemple du journaliste, se croit sauveur en pensant dire la vérité, sachant que, attention, je ne vais pas les plaindre, ils savent très bien qu'ils ne disent pas la vérité. À différentes échelles, mais à grande majorité, ils savent très bien qu'ils ne disent pas la vérité. Je ne vais pas les plaindre, je l'ai vu pour moi. Par exemple, le droit de réponse. C'est obligatoire de faire un droit de réponse. Je l'ai fait dans les règles, je ne l'ai jamais eu. Et je ne suis pas la seule. Je dis mon cas parce que mon cas correspond à plein de cas. Je ne l'ai jamais eu. Donc déjà, ça, quand vous ne voyez pas un droit de réponse, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que ça vous donne une mesure de plus, déjà. Donc, ils vont se considérer comme des sauveurs, de dire, mais nous, on vous informe, on vous dit la vérité, regardez, on va faire intervenir telle et telle personne, etc., pseudo-machin, etc. On va contrecarrer un Raoult dans la presse, on va contrecarrer un Perron, des gens surtout Perron. Moi, j'apprécie beaucoup le professeur je crois, Perron. Oui. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Le professeur Raoult aussi. Il y a un petit côté chinois qui m'ennuie un peu, mais c'est une sommité dans son domaine. Mais le professeur Perron est quelqu'un, je l'ai dit dans Hold Up et je le redis, celui-ci, il faut le mettre en tant que manager. Vous lui laissez manager quelque chose, il va tout vous mettre d'équerre. C'est un meneur, c'est un dirigeant. C'est un très bon profil. C'est un carré. Ouais, non, il est bon. Je l'ai dit dans Hold Up. Dans l'un des profils que j'ai fait, c'était lui. Et je l'ai dit, lui, c'est le seul qui nettoiera d'équerre tout ce côté médical. Pour moi, c'est le professeur Perron. Vraiment, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup en termes de profil. Il est carré, il est assez pur, il est dans ses convictions, il est droit. Oui. Il sait que s'il a tort, mais il y va. Et c'est un fonceur. Et ça, j'adore ça. Il est toujours resté sur sa ligne de conduite. Et je l'avais dit dans le top. J'avais dit aussi que, c'est Blachier, son prénom, je ne sais plus. Oui. J'avais dit aussi que lui, il serait mal à l'aise à un moment donné, il switcherait. Et puis Pierre a tous les trucs. Donc bon, voilà. Donc, pour en revenir à ça, donc les journalistes se présentent et sont présentés comme des sauveurs, puisqu'ils ont l'autorité de transmettre des messages dans la crédibilité, puisque l'autorité a décidé qu'ils étaient crédibles. Bien. Donc, les personnes qui font les 430 volts, on va rester sur 1000 grammes, 415 ou 430, de toute façon, à ce niveau-là, ça commence à être beaucoup. Même déjà 10 volts, c'est déjà de trop. Donc, les personnes qui en sont là, donc, eux, ils se considèrent investis d'un pouvoir pour pouvoir le faire parce qu'on leur a confié ce pouvoir chapeauté par une autorité qui leur a dit « mais tu peux y aller, c'est bon, c'est nickel chrome ». Donc, mais personne ne les a forcés à appuyer. C'est là où ils deviennent bourreaux. C'est qui va obliger de faire du mal à quelqu'un. La personne à qui tu appuies dessus là, tu le connais? Tu le connais ce monsieur-là ou cette dame-là là, non, pourquoi tu lui fais du mal? On m'a dit que. Pourquoi tu as rempli les camps de concentration? Pourquoi tu as rempli les pains?
Les trains. Les trains. C'est ce cher monsieur Eichmann de Jérusalem. Il était conducteur, il a amené les gens en Allemagne nazie. Et il Voilà. disait, moi, je n'ai fait que conduire les trains. Et celui qui Voilà. participe à la propagande, finalement, il appuie sur le bouton médiatique, en fait, de la Pourquoi? manipulation. Mais pourquoi? C'est ça. Pourquoi tu as mis une croix jaune pour les Juifs? Pourquoi tu as rempli les trains en allant chercher les gens alors que tu es assermenté force de l'État? Pourquoi tu as gazé? Je suis désolée de faire le parallèle, mais on ne peut pas faire autrement de faire le parallèle. Oui, Ah, c'est mais on m'a différents dit degrés, que... mais les mécanismes sont les mêmes, en fait. Mais ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes. On m'a dit que j'ai reçu les ordres que... Ouais, mais ça ne t'arrive pas de réfléchir? Tu as un cerveau, enfin, tu en as plusieurs, mais c'est avec plusieurs intelligences. Ça ne fonctionne pas, ça, là-haut, là? Il y a des fils qui se touchent? C'est quoi le problème, là-haut? Ta mère, elle est dans le train, tu fais quoi? Ta femme, elle est dans le train, tu fais quoi? Ton fils est dans le train, tu fais quoi? Ah, mais ça change tout. Moi, je l'ai entendu. Ça change tout. Là, je ne les mettrai pas. Même les autres, ils n'ont pas le droit de vivre. Ils n'ont pas le droit de respirer, ils n'ont pas le droit d'aimer, ils n'ont pas le droit d'être respectés. Que tu les aimes ou pas, à la limite même. On s'en Ouais, fiche. c'est le manque d'empathie, le manque d'humanité, le manque d'humanisme qui fait que finalement. Aimer, c'est accepter l'autre dans sa différence, même si on n'est pas d'accord. Donc, quand tu pousses le bouton, tu pousses pour qui? C'est qui en face de toi? Parce qu'au début, ils le voient, hein, ils se voient tous les deux. Après, ils ne se voient pas. Donc, qu'est-ce qui t'a fait, ce gars-là? Et quand tu as posé tes questions pour dire c'est quelle couleur, quel machin, ou ça me ramène à quel mot, etc., toi-même, est-ce que tu aurais été capable de retenir de la même manière? Donc, si on fait le parallèle pour les journalistes, il faudra qu'ils payent, les journalistes, parce qu'ils savaient. Vous savez, hein, tu sais, quand ils retirent le masque après l'émission, ou quand ils... Attends, on les a, les vidéos de off. Et Mais toi et bien moi, sûr, on a vu bien des sûr. off. Hein, des interviews, moi j'en ai fait déjà depuis pas mal d'années, j'en ai fait sur des plateaux télé, on sait ce qui se passe en off, avant et après. Bien Donc sûr. faut arrêter il y a beaucoup de choses qui sont préparées, tout ça, même les radios, il faut arrêter les bêtises. Bien Donc ils sûr. savent. Ça, quand on me dit qu'ils peuvent ne pas savoir, pas moi. Et puis au bout de 2 ans, c'est quand même un peu. Je veux bien dans les premiers mois, je veux bien. Ça, je veux bien. Là, je veux bien. Même si c'est. Bon. Mais admettons. Mais au bout de 2 ans, il faut arrêter là. Faut pas me la faire à moi. Donc il va falloir qu'ils payent. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde veut, c'est ce que le peuple veut. Tout le peuple veut, ceux qui ont compris. Les primos injectés, les secondos injectés aussi, mais même les tertiaux, quand on voit les familles des victimes. Pour ceux qui ont compris, parce que j'ai des clients qui m'ont dit, ben moi j'ai perdu un proche, c'était la 3e dose, ils n'ont pas voulu croire et voir que c'était à cause de la 3e dose. Non, mais non, bien sûr. L'éveil, la Bagilas c'est lobotomie, vous oubliez, là c'est pas possible. Ça va être compliqué. Je dis pas que c'est pas possible parce qu'on sait jamais en fait, mais ça va être pour moi il n'y aura pas de réveil. Et je peux me tromper. Mais quand tu regardes sur la partie journalistique, c'est que là, quand on voit par exemple le Bild danois qui a présenté ses excuses en disant nous avons répété ce que le gouvernement nous a dit, là il se repositionne en sauveur aussi, mais également en victime. Sauveur parce que je dis au peuple mea culpa, mais en victime, ce n'était pas notre faute, c'est l'État. Oui, voilà. Mais c'est toi qui as écrit ou c'est toi qui as dit les Qui est paroles. cautionné. Donc, c'est que tu étais d'accord, c'est que tu as cautionné. Donc, tu peux faire un mea culpa, mais à un moment donné, le mea culpa, ça passe mal, quoi, vu le nombre de morts, de victimes, de blessés, de traumatisés. Parce que, attends, il y a des dégâts psychologiques, là, quand on va être sorti de ça, il y a du taf de voir tous les dégâts psychologiques qu'il va falloir remettre en place. Ah oui. Je commence à penser à ça dans l'avenir, j'en parle à mes clients, pour ceux qui veulent faire un peu comme mon métier, que je vais former, parce qu'il va y avoir un sacré boulot de nettoyer, de remettre tout ça d'aplomb. Complètement. Il va y avoir un boulot de folie. Et chez les enfants, Et oh là là. les enfants, mais les parents, les personnes isolées qui ont subi beaucoup de choses, c'est tout le monde, hein, c'est vraiment tout le monde. Hein. Il n'y a Bien pas de sûr. tranche d'âge plus qu'une autre. C'est juste l'approche qui va modifier en fonction et des profils et des tranches d'âge et de ce qu'ils ont subi, de comment ils l'ont interprété, etc., etc. Tout ce qu'il va falloir reconstruire en tous les deux. Il va y avoir un boulot de folie, de folie. Mon père me disait un truc qui n'était pas idiot l'autre fois, enfin, qui n'était pas idiot, que je trouvais pertinent, que je voulais rajouter. Je lui disais, de toute façon, ça va s'arrêter à un moment ou à un autre.
et on est vers la fin, là. Et il me dit non, parce que tu vois, après la Seconde Guerre mondiale, il fallait tout reconstruire. On n'avait plus de maison, on n'avait plus de travail, on n'avait plus rien. Et j'ai écouté, j'ai réfléchi, on est passé à autre chose. Et je vais répondre maintenant. Est-ce que j'ai répondu après? J'étais avec mon fils et j'en ai parlé après. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, ils nous ont enlevé une chose qui est la plus importante de toutes, à mon sens. Pour les gens aujourd'hui, ce n'est pas la plus importante pour moi. Pour moi, c'est l'amour, la plus importante. Mais ce qu'ils nous ont, et ils ne nous l'ont pas enlevé, ça. Au contraire, ça s'est décuplé. Mais ils nous ont enlevé une chose qui est très importante, c'est la liberté. Ah oui. Et ça n'a aucun prix. Ça n'a aucun et prix, tout le monde veut retrouver sa liberté. Personne ne veut d'une société d'autorisation et de contrôle. Même les injecter. Et donc, je réponds maintenant. Et c'est beaucoup plus important que de reconstruire une maison ou quoi que ce soit. Bien sûr. Et aujourd'hui, les gens, on voit dans l'immobilier, il n'y a pas beaucoup de gens qui se projettent de vendre, de faire ça et ça, parce qu'ils ont peur. Donc, il n'y a pas tant de biens que ça à vendre. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont aller. Donc, ils ne sont pas libres. Et tout le monde veut retrouver sa liberté. Donc, c'est pour ça qu'on arrivera encore plus vite que prévu à la fin. Parce que tout le monde veut la retrouver. Plus personne n'a envie de ça. Pourquoi là, les masques? Alors, on remet les masques à Paris, le lendemain, non, ça a été arrêté. Moi, j'ai connu plein de clients ou des gens sur Paris qui m'ont dit, de toute façon, ne portez pas. Hein. On n'en a plus rien à foutre. Mais bien sûr. Ils n'ont plus l'autorité sur nous parce que plus personne ne veut appuyer sur le 430. Mais je crois qu'on ne veut même plus appuyer sur le 200. Et je pense même qu'on est arrivé à je ne veux plus appuyer sur 50. Mais il y en a encore qui sont en dessous. Ça veut dire que l'expérience de 1000 grammes de nos jours a une caractéristique qui est de dire que le fait de la reproduire voudrait dire que l'on serait dans une totale confiance en l'autorité. Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Il y en a plus l'année dernière. Là, il n'y en a plus. Mais est-ce que, alors je vais encore essayer de me faire un peu, j'allais dire, l'avocat du diable, le cynisme, est-ce que finalement, peut-être, étant donné que c'est une opération, on pourrait dire presque coordonnée, puisque tous les gouvernements ont réagi pareil, en Occident du moins, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière un fond, j'allais dire, on va tout faire pour essayer de décrédibiliser finalement le pouvoir des gouvernants, le pouvoir des gouvernements nationaux. Et là, je prends une position, j'allais dire, de recul, justement, délégitimiser les gouvernants nationaux pour pouvoir indirectement derrière suggérer un gouvernement transnational. Et j'essaie de m'inscrire dans la logique du président du Forum de Davos, qui veulent un nouvel ordre mondial, un Great Reset, etc. Et finalement, est-ce qu'il ne faut pas justement délégitimiser tous ces gouvernants, c'est-à-dire les faire passer pour ridicules, s'ils ont une stratégie mondiale? C'est une des solutions, mais pour le crédibiliser après, si tu veux, c'était l'antichambre. C'est compliqué aussi. Après, oui. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a eu des zones test qui sont H1N1, Ebola, Sida. J'ai toujours dit ça depuis des années. Je dis, de toute façon, ça a été fait exprès, et puis c'est toujours en Afrique noire, tant qu'à faire. Voilà. Alors, il faut toujours qu'ils en prennent plein la tronche. On se demande vraiment pourquoi, c'est juste monstrueux ça aussi. Donc voilà, donc ça c'était des zones test pour voir comment la population va réagir, pour commencer à préparer l'esprit, pour dire c'est horrible, il peut y avoir des virus qui tuent. Oh là 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 là, c'est terrible, c'est affreux. La grippe espagnole peut-être aussi, j'en sais rien. Je ne vais pas remonter jusque-là, mais moi, pour moi, Ebola, Sida, H1N1, je sais très bien que c'est des trucs qui ont été créés purement pour disséminer un ensemble de personnes et derrière, essayer de sortir la solution miracle ou pas, et puis de dire aussi, surtout, de créer cette peur, cette possibilité de dire aux gens, vous voyez, vous vous rendez compte, il faut faire attention, enfin, tout ce qui se passe en ce moment, de dire on peut tous mourir d'un virus, voilà, avec un faux protocole de soins tant qu'à faire. Puis qui n'a pas, je réitère, le SRAS-CoV-2, la souche du SRAS-CoV-2 n'a pas été isolée scientifiquement et présentée par les gouvernants pour dire derrière tout ce qu'on fait derrière au niveau des lois, etc. etc. Il ne faut pas l'oublier. Ça a été fait sur des dossiers juridiques, par des laboratoires indépendants. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Donc, ça veut dire qu'on se raccroche sur rien. Donc, ça, c'était les zones test. Maintenant, après, comme les zones test ont bien marché, ça s'est bien mis en place, ça existe plus ou moins, machin. Moi, je le vois comme ça, c'est ma version. Ouais. Il y a maintenant une grosse zone
tant qu'à faire, attends, on va tous se confronter, enfin tous, ça n'a pas marché, hein, le Brésil, Turquie, je ne sais plus où, dans le Japon, je crois, pays, hein, ça n'a pas fonctionné. Hein. Tout à fait. Donc, l'Afrique noire, il n'y a quasiment personne en Afrique noire qui a suivi. Donc, c'est pas aussi important qu'ils veulent le faire croire. Mais Non. certains. Donc, radio Tam Tam, hop, vas-y, on va tous le faire, on se met tous en place, on fait une petite réunion avant pour voir comment ça marche. En 2018, de mémoire, alors quel est le protocole quand il y aura un gros virus qui va s'appeler Covid? Qu'est-ce que ça va donner en 2018 et puis, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tout le protocole, qui est exactement ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qu'ils ont mis en place, tout ce qu'ils ont fait, c'est exactement ce qui arrive maintenant, depuis l'année dernière, a été déroulé exactement comme ce qui s'est passé dans leur petite réunion entre les chefs d'État pour dire ce qu'il fallait faire quand ça va arriver. Donc voilà, donc tout était prémédité. On le voit sur le procès de Fauci, on le voit sur plein de choses. Donc Fauci, tous ces gens-là sont des plus ou moins antichambres de cet ordre mondial. Donc si les antichambres tombent, qui, eux, alimentaient le sujet de l'ordre mondial, le sujet de l'ordre mondial est remis en question, mathématiquement. Tout à fait. Donc, je ne pense pas. Alors, ils vont, à mon avis, faire sauter des fusibles du genre, oui, on se désolidarise d'un tel et d'un tel et d'un tel parce que ça ne matche pas. Tout à fait. Peut-être réfléchir à un autre nouvel ordre mondial où ils vont trouver une porte de sortie. Hein. Ça, c'est très probable, parce que l'ego, j'ai pas perdu, etc., etc. Ça, il y a toujours des fusibles dans ce genre de situation. C'est des trucs qu'on connaît déjà dans l'entreprise depuis je ne sais combien d'années. Tu as toujours des fusibles. Et le profil type du fusible, c'est aussi très amusant. Mais là, je doute fort que ça crédibilise ceux-là, dans la mesure où on sait que c'était leur antichamp, puisqu'on sait très bien que toutes ces personnes qui sont en train de chuter en ce moment et être décrédibilisées par rapport à ce qu'elles sont, à ce qu'elles voulaient faire, etc., sont en train de perdre pied et sont racolées à cet ordre mondial qu'ils voulaient mettre en place. Ce sont des pions, des pantins de puissance financière, économique au-dessus. Oui, et puis aussi par rapport à leur profil. Ils ont le profil type de faire certaines choses. Ah ben oui, complètement. Ils sont choisis exprès, et notre président français, clairement, a été choisi exprès en fonction de son profil. Je crois que c'est M. Jacques Attali qui a dit que c'était lui qui l'avait formé, qui l'avait même façonné. C'était son expression, je crois. Donc, lui, tout petit, lui, il a été façonné. Il s'est tout pris dans la tronche, lui. Hein. Ah oui, lui, c'est... Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot concernant finalement, peut-être en guise de conseil, pour une forme de désobéissance saine, une désobéissance civile, et pour surtout ne pas tomber encore dans le panneau de l'expérience de 1000 grammes? Alors, la soi, c'est le conseil, à mon avis, ce que tu as dit. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment, en fait, on choisit, on rentre dans le jeu ou pas. On sait que c'est un jeu. On sait que c'est inhumain. On sait que ça n'est pas pour nous. On sait que c'est pas pour ça qu'on a signé. Déjà, avec ce qu'ils font de notre nom par rapport à la naissance, de ce qu'ils nous imposent, nous obligent. Il y a suffisamment de preuves pour dire c'est trop. On est allé trop loin. Ça va trop loin. Donc, la désobéissance en soi, c'est chacun choisit ce qu'il a envie de faire de sa vie et comment il veut la faire. Et il rentre dans le jeu partiellement ou pas. C'est un choix personnel. Moi, je crois que la désobéissance, c'est ça. Mais c'est surtout de se rappeler une chose, c'est de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on fasse à soi. C'est ne pas juger les autres. On est personne. On ne connaît jamais l'histoire entière d'une personne. Quand il y a un conflit ou n'importe quoi, je dis toujours, prenez le téléphone et parlez avec la personne, n'écoutez pas que les autres. Ou vous envoyez un email, vous faites n'importe quoi, mais vous cherchez la réponse de l'autre côté. À partir du moment où vous ne cherchez pas la réponse de l'autre côté, c'est que vous cautionnez. Et donc, vous êtes dans le jugement. Donc, vous êtes un bourreau. Même si vous pensez avoir raison, et même si ce que vous entendrez de l'autre côté vous confortera à avoir raison, qu'importe. Donc, c'est la désobéissance dans le sens de je me libère de mes chaînes. On revient sur cette notion de liberté, je reprends ma liberté. Je pense que c'est très bien de finir là-dessus. Oui. Je me libère de mes chaînes. Ouais.
Et c'est tout. C'est quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, eh bien, je fais en fonction de ce que je peux faire, mais je ferai surtout ce qui est bon pour mes valeurs à moi, ma personne à moi, mon autorité à moi pour moi. Personne n'a le droit de disposer de moi d'une manière ou d'une autre si je ne donne pas mon accord. Je me fais respecter et je m'aime. Mais je m'aime pas dans je suis égoïste, je me fais des bisous, Non. je me fais des... Je m'aime dans le sens du respect. Et donc, je me fais respecter. Mais si on s'aime soi, on aime forcément les autres. Même si on Exactement. n'est pas d'accord, même si on ne les respecte pas, on aime forcément les autres. Donc, on ne pousse pas le bouton même à 10. C'est très juste. Écoute, je te remercie beaucoup pour ce petit mot de conclusion qui Je t'en prie. restera donc sur cette notion de liberté, cette notion de aime-toi et tu aimeras les autres aussi, respecte-toi et tu respecteras les autres sans jugement. Je pense que c'est les mots justes pour terminer sur cet échange sur l'expérience de 1000 grammes et le SARS-CoV-2. Je remercie tout le monde, tous ceux qui ont eu la patience, le courage peut-être, même la passion de nous écouter jusqu'à la fin. C'était encore un échange très enrichissant, en tout cas pour moi. J'espère pour vous Moi aussi. Pour toi aussi, c'est parfait. On se retrouvera avec Nadine très bientôt, puisqu'on a programmé de nouvelles dates sur d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire le teasing maintenant, je vous laisse la surprise. Et je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir à tous, à bientôt.